J'espère qu'une personne, grâce à toutes les conneries que j'ai dit ici, va réussir. Et si c'est tout, c'est encore mieux. Pour les mecs de cité et tout, le rap, c'est une petite passerelle, tu vois. D'accord. J'aime le rap, pas les rappeurs. Vas-y, il était en train de terminer le rap, moi je suis pas d'accord. Donc on avait ce truc où on voyait 3 mondes. La rue Kaira, les paysans et les bourges. Donc j'ai grandi dans ce truc un peu bizarre. Je m'en fous de l'oseille. Les gars, j'étais clodo et je vivais dans le métro et j'étais mort de rire tous les jours. Je suis là pour la Gaza, mon frère. Comme j'ai été là pour le Yémen, comme je suis là pour le Congo, comme je suis là pour tout. Et aujourd'hui, l'invité, c'est Ramdan. Donc faites un peu de bruit pour lui, s'il vous plaît. Merci. Donc, là, aujourd'hui, je veux partir directement dans le cœur du sujet. Est-ce que tu peux nous dire, genre, en gros, décris-nous ton travail aujourd'hui à l'instant T, genre. Oh. On a une agence qui s'appelle ARI, à Recherche Industrie. Ça, c'est une des activités principales. On a aussi une société d'investissement qui s'appelle Onmono, qui achète plein de boîtes, qui investit dans plein de boîtes à travers la planète. Je dis on, par politesse. Je. Parce que c'est mieux de dire on, apparemment. J'ai dit un média dernièrement, il faut que je dise je, on, sinon ça ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a aussi bien un atelier de sérigraphie, on a la plus ancienne imprimerie d'Europe qui s'appelle Aspit. On a un studio de podcast, plusieurs magazines, une marque de chaussures de montagne, une marque de vêtements de montagne, un autre studio à Tokyo. Waouh! En fait, il y a 18 compagnies, un hôtel, des cafés, bon bref, une brûlerie de café en Normandie, enfin beaucoup de choses. Mais c'est nul de faire une liste comme ça, en fait, à vrai dire. Mais en fait, d'où elle vient toute cette créativité? Genre là, tu parles de 17 projets d'un coup, et même moi, j'ai vu j'ai vu le home tour là, et je vois les projets que tu as fait, etc. D'où elle vient cette créativité que là? Est-ce que tu l'avais depuis le début? Comment tu l'as développée? C'est comment? Je sais pas si vous connaissez mon histoire. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? À partir d'où? Si vous la connaissez. Donc moi, on va partir de là, et puis on va avancer, d'accord? Ça te va? Ouais, okay. Vas-y, let's go. Donc moi, je suis une famille d'origine marocaine, de la frontière algérienne. Donc je suis un quart algérien par ma grand-mère, de Boukanoun, donc c'est vraiment 3 kilomètres. J'habite à Saidia, au Maroc, et ma famille est en France depuis 1911. Donc c'est vraiment longtemps. Déjà, on est 4e, 5e génération pour certains dans la famille. Et on est très, très rebeux. Très, très rebeux. Tous les hommes ont été en France de 1911 à peu près à aujourd'hui. C'est-à-dire, mes grands-parents étaient là, mais mon arrière-grand-père était ici. Il y en a un qui est arrivé en 1911. Je savais même pas qu'il existait. C'est mon frère qui est anthropologue, qui est professeur d'anthropologie, qui m'a dit, il y a un mec, un arrière-grand-père qui était là en 1911. Et ce même arrière-grand-père, après, a fait la Première Guerre mondiale. Il s'est pris une balle dans la jambe, ça je le savais, sur le champ de 14-18, dans la bataille de la Marne. Il s'est pris une balle dans la jambe. Il est resté en France dans un hôpital et ensuite il a travaillé dans des mines dans le nord de la France. Quelques années après avoir vécu, il a ramené son frère. Son frère est resté. Et ça, je le sais, parce que quelques années après, je suis au bled à un mariage et il y a un Zinkou qui fait un mariage et il s'appelle Charles. Je dis, waouh, on a un Zinkou qui s'appelle Charles! Et c'était le descendant de ce grand-oncle qui s'était marié avec une Française et qui était resté, c'était le descendant direct. Et donc, cette famille, elle est là, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Ce arrière-grand-père est un mec qui, je pense, j'ai récupéré beaucoup de son ADN. Il avait beaucoup la bougeotte. Donc, il reste en France et ensuite, il rentre au Maroc en 1934-32, vit au Maroc et décide de rentrer dans l'armée de Franco et fait la guerre civile espagnole du côté de Franco, c'est-à-dire du côté des fachos. Parce que dans le nord du Maroc, on montait des armées pour les Espagnols pour conquérir et pour faire la guerre de 36 contre les républicains. Bon, bref. Il fait la guerre, il est payé, il rentre au bled, et ensuite, quelques années après, il va rejoindre l'armée française, là, dans le quart adverse, pour faire la guerre et faire monter Cassis, toute l'Italie, la remontée italienne avec les rebeux. Enfin, n'oubliez pas que le siège à l'ONU, je vois que la majorité ici, c'est des Mexicains, comme moi. Quand je dis Mexicains, c'est tout ce qui est pas blanc. Le siège à l'ONU de la France, c'est nous qui leur avons filé. Hein. Donc c'est les tirailleurs africains, évidemment,
et les gens de l'Afrique du Nord. Donc là, ce grand-père fait la bataille, il revient. Ensuite, son fils vient, qui est mon grand-père. Et côté de mon père, ils vont à la campagne. Ils vont travailler dans une ferme dans le Tarn-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France, à côté de Toulouse, ramasser des pommes. Mon père est juste ouvrier agricole. Et on vit dans une communauté vraiment... Alors là, alors je vais dire le mot interdit, apparemment chez Mediapart c'est interdit. Dans une communauté très bougnoule, entre nous, fermée. Et c'est le bled reconstruit au milieu de la campagne française. Vraiment, on vit comme au bled. Avec ma grand-mère, les tantes, ça vit comme au bled. Vous allez au bled, c'est pareil, zéro intégration. Ma grand-mère, elle appelait Leclerc, le supermarché, elle appelait ça Hitler. On va à Hitler. Donc ça vous donne le niveau d'intégration. Et un jour, j'ai un oncle qui a un gosse qui s'appelait Maxime, elle l'appelait Mexicaine. Et donc tu as ce truc d'intégration vraiment. Et donc j'ai grandi dans ce truc très blédard campagne, mais avec... je sais pas si vous avez vu Kunta Kinte, ce truc sur l'esclavage dans cette série qui était produite par Quincy Jones dans les années 80. Le truc un peu esclavagiste, tout le monde galère dans les champs, c'était vraiment ça. C'est le niveau zéro, c'est même pas les cités. Et on vit à la campagne en communauté là. Et côté de ma mère, à part ma mère, ils sont allés en région parisienne. Et mon grand-père est allé à Porte-de-Gennevilliers et ensuite à Mantes-la-Jolie et ensuite à Évry. Donc moi, mes vacances... Quand tout le monde allait au bled, moi, mes vacances, c'était l'autre famille, j'allais en banlieue. J'arrivais dans des banlieues vides. Une année sur deux, les familles qui avaient eu les moyens d'aller au bled, elles étaient là, je me suis fait mes potes. Le chantier du coq à Évry, pour ceux qui... Il y a un rappeur très connu qui s'appelle donc Niska est de cette Tessie. Donc j'ai grandi à la campagne. Quand je dis campagne, ça veut dire des passions non communes avec vous. C'est-à-dire que moi, mon sport préféré, ça reste le rugby. Donc, je grandis avec ce truc du sud-ouest de la France, mon club de rugby, on va y jouer à l'accent, c'est mes vieilles vidéos, quoi, je parle avec l'accent du sud-ouest. Mon père a un accent du sud-ouest, mes oncles jouent au rugby, son deuxième ligne, troisième ligne. Un truc moitié ultra franchouillard et très rebeu à la fois. Mais très, très franchouillard paysan, tu vois. Je suis vraiment un paysan. Et mes parents ont un deuxième job, ils gardent un château. Donc, ils sont gardiens d'un château. Ça va vite vous ennuyer, cette histoire. Ils gardent un château, et c'est un château qui appartient à des riches Parisiens du 6e arrondissement. Et donc, on avait ce mélange. Donc, on allait à Paris chez nos grands-parents, et on allait voir les Bourges, jardin... comment il s'appelle, le jardin où il y a le Sénat, là, du Luxembourg. On allait jouer, et tout. Donc, on avait ce truc, on voyait trois mondes. La rue Caïra, les paysans, et les Bourges. Donc, j'ai grandi dans ce truc un peu bizarre. En fait, c'est marrant parce que même quand tu expliques, tu vois, je te pose la question sur la création et tout, même quand tu l'expliques, t'es en mode histoire. J'ai l'impression, toi, c'est la création, elle passe par l'histoire, genre. Mais ça, tu vois? Mais la création, on s'en fout de la création. Enfin, ouais, mais là, sans être méchant, tu peux pas dire que tu t'en fous parce que tu kiffes de fou. Mais non, mais c'est le terreau. Tu fabriques avec ce que tu vois, ce que tu vis, tu vois. Donc, ça part pas de rien, tu vois. Je suis un ovni ici. Je suis un ovni. Tu peux pas mettre à la catégorie mec de Tessie. Je le suis pas. Tu peux pas mettre... le truc le plus proche, c'est paysan. Tu peux pas mettre dans une case. C'est pour ça que je suis ce que je suis. C'est parce que j'ai été fabriqué très différemment de beaucoup de gens ici. En fait, j'ai vu des trucs qui m'ont forgé. Tu vois, mon premier pote, j'habitais tellement à la campagne que mon premier pote d'école vivait à 5 km de la maison. Donc, c'est vraiment tout seul. Tu inventes tes mondes... Et on vivait dans une maison qui était un château. Donc, tu as l'influence sur Bully, par exemple, et tout ça. Ouf, c'est pour ça. Dans un château, tu vois, c'était un manoir. Maintenant, quand je suis petit, je vous raconte, c'était Versailles, pas du tout. C'était un petit manoir du 19e siècle qui avait été fait par un juge en 1889. Je sais pas, il s'appelle le Pastinck. Et dans ce même manoir, ça avait été un endroit où on avait torturé des résistants. Donc, tu avais encore la trace des mecs avec les trucs, je vais mourir et tout. Et j'ai vécu, et les gars, j'ai 50 piges, et à la campagne. Et à la campagne, c'est un délire, c'est pas comme vous. Les gars, vous êtes très très protégés par rapport à ce que j'ai vécu. D'abord, c'était méga raciste, mais en plus, ce qui était mignon, c'était « Traîne pas avec Buzo ! Son grand-père était nazi !» Et donc, toutes les histoires, il y avait encore les collabos, les embrouilles de collabos. Et le mec était Monsieur Katz, notre voisin, accrochez-vous, unique au monde. Difficile à inventer, celle-là. C'était un ancien Waffen-SS qui avait aimé la région, qui avait acheté une ferme après la guerre. C'est même pas une vanne. Monsieur Katz, un Allemand, qui avait adoré.
qui a dit « Ah, avec le temps que j'avais aimé l'ambiance, je reviens ». Et donc j'ai grandi dans ce truc-là. Et tu dis, tu peux pas l'inventer, mon frère, Monsieur Katz. T'avais Madame Soubirac. Alors accrochez-vous, le premier truc de mode que je vois, parce que je vais répondre à ta question. Ouais. Non mais tu répondais déjà un peu, mais merci. Mais le propriétaire du château, c'était la famille Soubirac. Alors famille Soubirac, ça vous dit rien. Moi, ça m'a dit tout de suite. Soubirac était le leader mondial des bottes d'équitation. Et il fabriquait les bottes Hermès, Chevignon et tout. Et donc, les mecs de Paris, c'était des descendants de Soubirac. Et Madame Soubirac, qui est née, c'est la seule personne avec qui j'ai traîné, qui était née au 19e siècle. Elle est née vraiment en 1889. Et je discutais avec Madame Soubirac, qui me racontait ses aventures. Et elle était vraiment née. Maintenant que j'y pense, j'ai une photo, moi, avec Madame Soubirac. 1889, mon pote. Un truc de fou. Comme ça. Mais je suis petit. Et donc, il ramenait des robraques de cuir. Donc, il y avait un truc, déjà, je me retrouvais à toucher des robraques de cuir, qui est aujourd'hui des matières, des trucs que je touche tous les jours dans mon métier. Et j'ai eu ça dans ma vie, tu vois. J'avais des robraques et tout. C'était les Soubirac. Et vous pouvez googliser, ils faisaient des bottes de moto et d'équitation. Donc, je me suis retrouvé par hasard confronté à ces mandats, mais sans savoir une seconde, à part la sorcière qui conseillait ma mère, qui avait dit « ton fils, il va aller dans le commerce ». À part cette sorcière-là, il y avait zéro chance. Elle m'avait mis un serpent au bled sur les mains, parce qu'on est des Rissawa, c'est une tribu qui n'a pas peur des serpents. Et moi, franchement, j'ai peur des serpents. Et elle est arrivée, elle a dit, pour la vérité, il faut mettre les serpents sur les... J'ai blahnoche. Et donc, ils m'ont mis un serpent, et après, elle a dit la vérité. Et elle avait raison, la conne. Voilà. Voilà, c'était la seule à savoir mon avenir. On continue. On continue. Non, mais en fait, moi, ce que j'aime bien et je trouve ça intéressant, c'est que, en fait, toi, tout ce que tu dis, c'est passion. J'ai l'impression. Mais... Tu vois, et pourquoi je dis ça, c'est que c'est pas tout le monde qui est comme ça, en fait. C'est pas quelque chose d'anodin. Tu vois, quand les gens, ils parlent, ils ont un storytelling et tout, c'est pas aussi fourni, réfléchi et documenté que ça. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, moi je suis une victime de la vie, mais une victime heureuse. Tu vois, des fois, t'as des mecs, alors ils se font frapper, ils ont aimé. Moi je fais partie des mecs comme ça. Je suis un peu un gueudin, mais dans le bon sens des choses. C'est-à-dire que j'ai un filtre de sécurité qui n'existe pas. Tu vois, je prends tout. Un mec me dit, viens, on va faire une course de voiture, 5000 km à travers la Russie. Oui, on y va. Viens, on va traverser l'Inde en moto. Oui, j'y vais. Viens, on va faire... Toujours oui. Toujours le truc. Parce que je m'en fous. Moi, là, on est là pour parler de taf. Et c'est vraiment le dernier de mes soucis, mon taf. Je suis là pour vivre. Tu vois, moi, j'aime ma vie. Et j'adore ma vie. Je l'adore de ouf. Parce que j'ai réussi à la fabriquer comme je voulais. Je m'en fous de l'oseille. Les gars, j'étais clodo. Et je vivais dans le métro. Et j'étais mort de rire tous les jours. Et des fois, il y a des moments, je me rappelle, je dis, oh, c'était rigolo quand même. Et je parle de prendre un coup de couteau dans le métro la nuit. Dans la jambe. Regardez, là, j'ai pris un coup de couteau un jour dans la jambe, dans le métro. Ça reste pas un mauvais souvenir à la fin. C'est-à-dire que pour moi, c'est des expériences. Moi, j'aime bien tout ce truc-là. En fait, je me suis tellement emmerdé de 0 à 14 ans qu'à partir du moment où je suis arrivé sur un territoire où je pouvais logistiquement bouger, c'est-à-dire la ville, parce que, j'ai oublié de vous dire, la ferme pour qui on travaille et le château est vendu. Donc on se retrouve à vivre dans une cité de ville de province, Montauban. Et c'est à partir de là où la cité, et c'est ça qui m'a sauvé, avant tout. C'est pas mon cerveau, c'est pas mon intelligence. C'est que les mecs de la Tessie, ils m'ont haggar, ils m'ont tapé dessus. C'est-à-dire que j'arrive, ils disent « Oh, les paysans !» Et moi j'arrive, j'aime le rugby, quoi. Les mecs, qu'est-ce que c'est ça? Ils me tapent dessus tous. Mais ils me tapent vraiment. Genre, je sors dans la rue, ils me jettent des cailloux dessus. Ils m'ont haggar. Et en fait, quand ils m'ont pas intégré dans leur groupe, où j'aurais pu vriller Kaira, parce que je pense que j'avais aussi parce que j'avais des cousins, des oncles, j'avais fait des conneries avec eux, j'étais bon à faire des conneries, vraiment. Je vous raconterai encore une autre anecdote qui est complètement folle. Mais ils m'ont poussé dans une route que j'avais pas prévue. C'est-à-dire que les mecs veulent pas te mettre dans leur bande, t'as pas le choix. Tu vas chercher une autre bande. Et je me retrouve avec les petits bourges de la ville.
Et les bourges de la ville, ils me veulent pas. C'est ça qui est marrant. Je vais toujours être un peu seul tout au milieu de tout ça. Tu vois, être, vas-y, socialement passer d'un truc et tout. Et en fait, je suis un petit bourge. Là, mon pote, c'est psy pendant des années, ce qui m'est arrivé. Moi, ça va, alhamdoulilah, c'est de la matière. C'est avec de la merde que tu fais du terreau. Et c'est avec le terreau que tu fais les meilleures plantes. Donc moi, c'est ça mon truc. C'est que toutes les expériences, elles sont bonnes à prendre. J'ai plein de questions en même temps, mais je vais me centrer sur une question particulière. Parce que là, tu dis, ouais, certes, vas-y, tu kiffes la vie, tu prends d'âme, les opportunités, oui, tout ça, nanana. Mais comment tu fais, même si tu n'avais pas le... Oh, je kiffe la vie, c'était pas Noël tous les jours. Hein. Ouais, mais dans le sens où t'as vécu, t'as fait tes expériences et tout, t'es en mode, vas-y, oui à la vie, en gros. Mais comment t'as fait pour concilier ça avec un business, parce que ça a marché au final, tu vois. La plupart des gens, ils sont là, ils font leur projet, ils s'amusent, ils font des trucs cool, mais ils gagnent pas un euro. Je vais vous dire un truc, là. J'aimerais bien que vous ayez... S'il y a 3 minutes à écouter, c'est là. OK? Moi, on m'a toujours dit non. Moi, on m'a dit non à tout. OK? Je suis là par accident. Mais vraiment, accident. Et je suis un très bel accident, mais ça reste un accident. Ça part de 2 petits trucs. Premier truc, à un moment, je commence à vriller Kaira. Je traînais avec une bande de Toulouse et on devait faire un bélier. Avec un pote, un grand Congolais, et devine c'est quoi son prénom, il avait une marque de yaourt comme prénom. Et il était énorme. Je suis un peu heureux, moi. Il me faut très peu pour partir. Tout le monde est chaud patate. Et j'ai dit, quelle voiture vous avez volée? Et ils arrivent avec une série 5, une BM. Et je sais que les Neyman, ils bloquent. Ils ont un deuxième système de sécurité qui fait que des fois, le volant, il bloque et t'as des accidents. Et moi, je dis, les gars, je fais pas ce bélier, je vais pas braquer une boutique avec une série 5. Parce que ça va être dangereux. Les mecs, ils y vont quand même. Je rentre chez WAM. C'est le moment de bascule de ma vie. Il y en a 2. Ça, c'est un des 2. Je rentre chez WAM. Le matin, je lis le journal, la dépêche de midi, c'est notre journal local. Accident, l'île Jourdain, 4 mecs morts. Voiture brûlée. Série 5 BMW. Ah ouais. Ça m'a rendu triste quelques jours. Mais c'est ce jour-là que j'ai dit « Ah !» C'est pas mon délire, la voyoutocratie. J'ai pas y rester là. Deuxième que truc, je reste encore un peu voyou. Dans la même série, dans les mêmes semaines, je suis au lycée et j'ai un petit mec qui s'appelle Kayla qui arrive et dit « Mon grand-père, il a un P38. » J'ai file-le-moi. On va braquer un truc. Et j'étais con comme un balai. Hein. Vraiment con. Et donc là, je mets le gun. Je suis à Halle. On est en cours d'histoire. J'étais pas mauvais élève. OK? Donc j'ai le gun et on parle de l'indépendance d'Algérie. Oh, l'indépendance d'Algérie, j'ai 25% de mon sang algérien, il est plus chaud que tout mon sang marocain. Il part au quart de tour. Et elle dit c'est le 18 mars. Je dis non, c'est le 19 mars. Embrouille, embrouille, je suis en cours. Bam! Pistolet sur la table. Et j'aurais fait TF1 les gars. Sur la table, toute la salle se lève, tout le monde crie. Ah! C'est une histoire vraie. Ils appellent la police, je m'échappe du cours et je me barre de l'école, direct. Je me rappelle, j'avais une sacoche en cuir. Je jette la sacoche en cuir. Et les gars, vous étiez venus pour des conseillers, pour des t-shirts. Je balance le sac et je décide d'aller à Paris en autostop, me cacher chez mes grands-parents parce que je sais que dans quelques heures, la plus grosse gueudin du monde, ma mère, Madame Ben Laden en personne, allait découvrir que j'avais fait une grosse connerie à l'école et ma mère, elle me désosse. Donc je décide de partir en autostop de Montauban, c'était à 850 km jusqu'à Paris. Je me cachais chez mes grands-parents. Je commence, première voiture. Je me rappelle, c'est une meuf en 2 chevaux. Et elle va sur la mauvaise route. Elle va vers Rodez. Elle m'amène, elle me dépose à Rodez. Et ensuite, je galère, histoire. Et là, il y a un cum qui me prend dans sa turboie. Il parle à des cristaux. On voit pas tous les jours des mecs qui parlent à des cristaux. Comment ça, il parle à des cristaux? Il a un cristal autour de son cou. Et il dit « Balancing program on, balancing program on ». Je me rappelle par cœur. Je sais quoi? Et le mec est allé chez des aborigènes en Australie. Ils lui ont donné des pierres qui donnent de la puissance. Et il parle à ces pierres tout le temps. Et je suis avec lui dans la turboie. Et il est super sympa. Et je suis là, pendant 1 heure, on roule. Et tu sais, j'ai pas d'interaction avec des vieux blancs à l'époque. C'est la campagne, tu vois. Et t'as rarement des interactions quand tu viens de nos mondes avec des vieux blancs que tu connais. Donc t'es dans la turboie. Et les gars, j'ai 16 ans et demi. 16 ans. Je dis, mais c'est quoi ce mec avec les cailloux? Et je suis très chelou. Je dis, mais vous faites quoi dans la vie? Et le mec, il dit, je distribue une marque de vêtements de workwear australienne et de rainwear, là, un peu comme des barbours, qui s'appelait Thomas Cook, comme le mec qui a découvert l'Australie.
Et je le regarde, je fais, vous n'auriez pas un stage? Il était tellement déglingué, on a beaucoup rigolé. Et il m'a dit, ouais. Et elle est où votre boîte? Elle est à Mérignac, à côté de Bordeaux. Ok, je vais venir. Donc on échange des trucs, il me laisse au bord de la route. Je vais continuer mon beau périple, ça va mal se passer. Je reviens autostop et là je tombe sur un cum qui habite à 7. Et il achetait les vieilles voitures de la Poste d'occasion pour les vendre au Brésil. Et il était terriblement... C'est la première fois que j'ai rencontré des businessmen. C'était des mecs qui faisaient des trucs. J'avais rencontré Balancing Program On et ce cum. Et il me trouve très sympathique parce qu'il avait l'accent du sud-ouest. Il dit, viens, on va manger au restaurant. Et il m'amène dans un gastro. Il me lance une chemise, une cravate. Viens, tu manges avec moi, j'ai pas envie de manger seul. Et on mange tous les deux. Moi, la bouffe chelou qui arrive, j'ai tout dégueulasse. À l'époque, je mangeais que du douaise. Jusqu'à peu près 17 ans, j'ai mangé la même chose, la bouffe de ma mère. Donc, on n'allait pas à la cantine, on n'avait pas les moyens. Et donc, je sors de ce déjeuner, après, il me redépose. Et là, je suis en train de revenir en autostop. Et je vais vous montrer la genèse. Quand j'ai fait ce truc-là, je m'étais retrouvé... j'ai pas réussi à monter à Paris. Je me suis retrouvé chez un dealer de shit à Clermont-Ferrand. Et j'avais dormi chez lui. J'ai piqué son shit, je suis revenu à Montauban. J'avais un Lockheed shit au WAM. Il avait 4 trucs, je l'ai mis dans un chapeau, je suis rentré. Et dès que j'ai trouvé la cachette, je suis revenu. Et c'est un peu Kaira, tu vois. Je reviens. Et ce vieux pépé, j'ai jamais vendu de drogue une seule fois dans ma vie, c'est ce truc-là. Et ce vieux pépé qui m'avait pris en voiture m'a donné envie de faire du bise. J'ai pris ce shit, je l'ai caché dans une forêt. Et ce shit, quelques mois après, va faire ma fortune. Je savais pas ça, moi. Et tu crois que je le raconte dans les interviews de ses francs, quoi? Ouais, tu nous envoies des exclus, genre. Ah, ben les gars, mais je crois que même ma femme en découvre, là, ce soir. Elle connaît quelques histoires, évidemment. En vrai, t'étais loin de la création au tout début. Genre, t'étais vraiment en mode business pur. Non! Genre, de la vie, presque. Frérot, le seul truc que je voulais, c'était m'éloigner de ma condition. Tu sais pourquoi j'insiste sur ça? C'est parce qu'aujourd'hui, Je m'en fous de bise, frérot. de ce que j'ai l'impression, c'est central dans ce que tu fais, tu vois. En tout cas, c'est ce que tu dégages. Et c'est pour ça que, tu vois, là, c'est marrant de voir la différence. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Tu vois? Mais moi, je m'en fous du bise. Enfin, si les mecs qui me connaissent autour de moi, je parle jamais d'oseille, je m'en bats les couilles de tout ça. C'est le dernier de mes sujets, franchement, pas les couilles de la thune, mais dernièrement, j'en gagne pas. Avec ma femme, on a été viré d'appartement parce qu'on n'avait plus le loyer. 3 ans avant de vendre Bully, on était à 2 doigts de la rue. On galérait, mon frère, on a tout parié. C'est Paris sur Paris. Hein. C'est ma femme, très simple, elle est là, elle peut vous le dire. Elle m'a parlé une fois, et c'est ça qui est magique avec ma femme, c'est qu'elle m'a dit une fois, un jour, mais genre sur 25 ans, hein, elle m'a dit, un jour, tu crois qu'on achètera un appart? Je pense qu'elle, je sais pas comment elle me l'a amené. Je lui dis, tu sais quoi, le jour où on aura acheté un truc, ça sera un hôtel particulier, on va l'acheter à Château Rouge et on va le peindre en rouge. On va acheter un hôtel particulier, on dirait que c'est ça le Château Rouge. Et moi, je me ferai appeler le comte Barbès de Rochechouart, tu vois. Et je lui ai vraiment dit ça, littéralement. Et aujourd'hui, ma SCI s'appelle Barbès de Rochechouart et on habite juste à Teco, donc on n'est pas loin de la vérité. Et c'est un hôtel particulier. Mais c'est pour vous donner le truc dans le monde dans lequel je vis. Je suis dans un monde des fois très parallèle, mais avec un côté terre-terre. Donc ce shit que je cache, après, évidemment, vous imaginez bien qu'avec l'histoire du pistolet, j'ai été un peu viré du lycée, avec le level le plus haut qui s'appelle interdiction d'académie. C'est-à-dire, t'appelles tous les lycées, il n'y a pas de place. Bonjour, il n'y a pas. Et attention, avec une petite ligne, interdiction qu'il aille dans un lycée où il y a eu des élèves qu'il a croisés dans sa scolarité. C'est-à-dire qu'il faut l'envoyer dans la misère max. Mais coup de chat du siècle, mon frère. Mamma mia. Il m'envoie dans la montagne noire. Qui connaît la montagne noire? Qui est bon en géographie française? La montagne noire, ça existe vraiment, les gars. Non, c'est pas un truc avec des quins frits, non. C'est une montagne entre les Pyrénées et le Massif central. Ok, c'est un petit truc. Et là, je suis envoyé dans un internat avec 400 filles et 15 garçons. J'ai 16-17 piges. Bon, la vie de Kaira, on va la mettre un peu entre parenthèses. Donc, j'arrive dans ce lycée. Et c'est là que l'histoire, elle commence. Je vais là, dans ce lycée. Et c'était un lycée technique qui faisait de la comptabilité, mais aussi une grosse partie mode, fabrication de mode. Et c'était dans une ville qui s'appelle Mazamet. Et ils avaient fait cette partie mode parce qu'il y a eu des créateurs dans les années 80, 70 qui ont commencé là-bas, qui s'appelaient Marité et François Girbaud. Ouais. Et François Girbaud, qui deviendra un ami après, d'ailleurs, c'est toujours un pote. Mais je vais à ce lycée pour apprendre la compta
Et les filles apprenaient la maille. C'était cuir et laine. Et moi, je arrive, frérot. Tu sais, quand tu vas à Paris, que tu es en vacances à Paris, déjà, tu penses que tu es le mec le plus cool du lycée. Et là, c'est la campagne totale. Il y a des paysans de sa mère et tout. Et là, je suis là, oh là là. Et puis, il y a un cum. Et moi, j'ai oublié ce petit détail. J'étais Kaira, ma skateboard. Je faisais du skate depuis 88. Je faisais du skate. Vraiment, genre, à un bon niveau. J'arrive, il y a un skater là-bas qui s'appelle Rich. Et Rich faisait une marque qui s'appelait Abracadabra. Il avait fait quelques t-shirts. Et je vois ce mec-là, et toutes les filles sont amoureuses de lui parce qu'il fait ses t-shirts. Et moi, l'énergie que j'ai mis dans la Kaira, je vais le mettre dans les meufs. Ça y est, c'est mon nouveau truc. Et je le vois, je suis jaloux. Et je dis, Rich, tu m'aides et tout. Il me dit, et il y a un week-end, je rentre, je sors le shit que j'avais caché, que je voulais au cas où une galère. Je le vois à la Kaira du truc, il me donne, à l'époque, 8000 francs. Je vais faire des t-shirts. Je vais sérigraphier un truc que je vais dessiner en cours parce que je m'emmerde. C'est, je rêvais dans ma vie, parce qu'à l'époque, il y avait ce film qui s'appelait New Jack City. Je voulais la Jeep Wrangler de Wesley Snipes et la peur de Timberland. Rêvais de ça. Et j'avais acheté des fausses Timberland, j'avais fait l'arbre et tout, je m'étais pris la tête et tout. J'étais un très bon... Je faisais faussaire. J'avais fait beaucoup de faux. Avant de me lancer, j'avais fait beaucoup de faux. Et donc, je suis là, et puis je vais faire un truc touchant. Je vais enlever l'arbre, parce que je le maîtrisais super bien, le logo, la typo et tout ça. Et je vais faire un arbre. Je vais mettre une feuille de cannabis, je vais l'appeler Touchiland. Je fais ce que tu. On le sérigraphie. À l'époque, il y avait déjà les logos détournés qui commençaient. Et je fais ce titre. Mais les gars, on est en train de parler de 1991-92, les gars. Ouais. C'est back in the days. Il y avait personne qui faisait des marques en France. Il y avait, je vous raconterai après d'autres gens, mais qui ont commencé. L'histoire, je l'ai vue depuis le début. Et donc, je fais ce t-shirt. Rich fait ses t-shirts. Mais les siens, c'est tout pourri. Il y avait un clown avec écrit Abracadabra. C'était tout naze. Je fais Touchiland. J'en fais 100 sur des bases Haynes que je vais vite lâcher pour des Oneta que je vais acheter en Belgique, mais on rentre dans les détails. Et genre souci de qualité, tout de suite, on y est. Et je prends ces t-shirts, je les vends au lycée comme des petits pains. Ils me coûtent à l'époque 25 francs. Je les vends 150 francs, 100 francs. Tout le monde les achète. Waouh, je comprends pas. Premier lycée à Teco. Ensuite, le week-end, au lieu de rentrer chez moi, je passe à Toulouse. Je vends des t-shirts. Tac, je rencontre Cédric Charbier à ce moment-là. C'est à la même époque, le patron de Saint-Laurent. Et la meuf qui fait l'uniforme, Jeanne Signol et toute cette bande. Et tac, je fais ça. Ensuite, je vais en vacances chez mes grands-parents. Tac, tac, marché Malik, porte de Cléancourt, Saint-Denis, tout le monde, tac, tac. Et je tombe sur deux cums, Alex et Farid, qui créent Alpha New York Store, qui vont créer juste après Homecore, et ils prennent mes t-shirts. Et ils les vendent. Et c'est un carnage. Carnage. Les gars, j'ai 16 ans et demi. J'habite à Mazamet. J'arrive à l'école avec un téléphone portable. Personne dans toute la France limite avait le truc. Il n'y avait même pas encore le 06. Ça s'appelait même pas 06. Il y avait un truc avant. Et j'arrivais, ça fait en cours. Allô? Ouais, attends, je te rappelle. Le prof, il savait même pas, il pouvait même pas m'engueuler, il savait pas ce que c'était. Et c'est ça ma vie. Et ça en 8 mois. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré Roche Dizem, l'acteur, qui vendait des jeans à Marché Malik. J'ai rencontré plein de cums. Le gros Stéphane à Tokyo, là, le gros qui s'occupe de tout le monde. Je l'ai rencontré là-bas. Et donc, j'ai commencé à vendre ces t-shirts. Et au bout d'un moment, je gagnais tellement d'oseille pour mon âge. T'as 16 ans. Ouais. Je pense que je devais faire entre 10 et 20 000 t-shirts par an pour te donner le level. Géré par moi, tout en cash, avec des sacs de cash qu'on cachait dans une forêt. Rien déclaré, pas de boîte, à l'arrache. J'ai dit au prof, frérot, alors j'étais passé en bac pro, sur le bac des Arabes, et apparemment des autres aussi ici. Et donc, là, je suis à un mois du bac, je dis vas-y, le prof, vas-y, tu gagnes quoi? Vas-y, c'est ce que je fais en une semaine. Et donc, je lâche l'école, et c'est pas une bonne idée en fait. Parce que je vous ai parlé du cash dans la forêt, des voyous vont le découvrir et vont me kidnapper pendant quelques jours pour le retrouver. Bon, là, les voyous vont arriver. Ah, attends, c'est vraiment un film, quoi. Mais en gros, toi, en fait, t'es un débrouillard. Genre, vraiment, t'as appris le truc. Et voilà, c'était ça. C'est la débrouille. En fait, c'est vraiment ça. Toi, c'est la débrouille et tout. Après, là, juste pour mettre ça en perspective pour les gens qui sont là et tout, tu vois, et qui sont... Ils sont pas si débrouillards.
Toi, tu recommanderais quoi en gros? Tu vois, est-ce que c'était genre naturel? Est-ce que tu étais en mode ah vas-y, moi je m'en fous, j'y vais, truc. Mais y a pas je c'est quoi m'en ta fous. mentale, tu vois? Il n'y a pas je m'en fous. Il y a pour les gens qui me connaissent très bien, ils savent que je connais les risques, je fais gaffe. Je sais pas l'expliquer. Et je suis assez sûr de mes trucs. Une sorte d'assurance que j'ai toujours eue parce que dans les pires des galères, je suis retombé sur mes pieds. Mais en fait, retomber sur vos pieds, si c'est un jour ça vous arrive, ça demande énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Les gars, vous croyez que c'est « Ah, il est retombé sur tes pieds de façon magique ». Non, non, non. C'est du travail de retomber sur ses pieds. Et donc moi, je suis arrivé vraiment où je suis parce que tout le monde m'a dit non. Et à chaque fois qu'on m'a dit non, j'ai dû trouver une solution. Or, aujourd'hui, et là c'est l'extrait le plus important de cette vidéo peut-être, aujourd'hui, je cherche. Tu vois, je suis content, c'est le non qui a pavé ma route. C'est les noms des autres. Ouais. Ça c'est, il a dit non, 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 non. C'est des noms qui font ça. Alors que vous cherchez, toute la journée, vous cherchez des oui. Aujourd'hui, je suis tellement heureux d'avoir le pouvoir de dire non. J'ai cherché les noms, moi. Ouais, on me les a filés dans la gueule, mais maintenant, je suis très heureux de pouvoir les balancer à la tête des gens. Je dis 97% de non maintenant. Je suis très heureux. Dans tout le monde m'a dit non, mec. Rebeu de province, avec un accent du sud-ouest, petit, franchement, pas beau du tout. Tout grums, début des années 90, les gars. Il y a zéro chance. Toujours le papier, il y a zéro chance. Zéro. Fils d'immigrés, ouvrier, agricole. C'est même pas bourge ou pas bourge. Culturellement, rien à la maison, pas un livre. Si, le Coran, super. Et les hadiths, excuse-moi. La version analyse du Coran, ça t'amène pas loin. Enfin, si, ça peut t'amener loin en Iran ou au Yémen ou truc, mais en France, pas loin. Et donc, qu'est-ce qui te reste? Il te reste la déglingue, la bêtise, la folie, les trucs pas normaux, et ça t'amènera peut-être, ça m'a amené 12 000 fois, mais alors pas une fois, 12 000 fois, à ça de la mort. Mais genre, tellement de fois. Mais des situations où tu peux mourir, je t'en rends compte. On pourrait passer 8 heures si vous voulez, on en ferait un quart, même pas. C'est question annexe, tu vois, mais c'est un parallèle aussi avec le rap, tu vois. Aujourd'hui, tu es au niveau que tu es, et tu vois là les histoires que tu nous racontes à l'instant T, tu vois. Dans le rap, souvent, les gens ils disent « Ouais, il était plus fort quand il était pauvre », tu vois. Est-ce que toi, tu penses que... Quoi, pardon? Dans le rap, ils aiment bien dire « Il était plus fort quand il était plus pauvre ». Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il commence... J'ai eu une interaction avec les rappeurs français, mon pote. Tu vois, non, mais en gros, ça veut dire qu'il commence sa carrière. Pas ouf, hein. Il est en mode... bon, ça va quand même. Ah, pas ouf. Pour les jeux... Frérot, c'est moi qui ai... Je les ai eus tous en live, hein. Ouais, mais en tout cas, pour les mecs de cité et tout, le rap, c'est une petite passerelle, Ouais, tu vois. D'accord. Ouais. Non, tu trouves pas? Tu trouves pas du tout? Ah ouais, tu trouves pas du tout? J'aime le rap, pas les rappeurs. Donc, c'est ça clair. Ah ouais, moi, il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Ah, carrément? Ah ouais, moi, je suis assez radical. Je suis pas aucune passion. Je suis content. C'est la culture numéro 1 en France. Bravo. Voilà. Dommage. Pourquoi en super succinct, genre? Pourquoi? Ça m'intéresse, app. Ouais. Ça m'intéresse, app. L'esthétique, les trucs qu'ils disent, tout. C'est fou, mes enfants, ils sont H24 dessus. C'est pas mon truc. Jamais tu m'écouteras écouter du rap français. Jamais. Et d'ailleurs, du rap, depuis quelques années, c'est terminé chez moi. À part quelques des mystères qui arrivent des fois, quelques potes ou des mecs qui me font écouter des trucs un peu incroyables, mais c'est pas mon truc. D'ailleurs, c'est ça qui m'a sauvé. Ça aurait pu m'attirer dans la dark side, le délire rappeur buildé et tout ça. Mais hamdoulah, ça m'a pas intéressé. Hamdoulah, j'ai pas suivi ce bordel. Je l'ai pas suivi parce que j'étais dedans. Ouais. Je vous ai pas. On revient à ma vie. Je vais à Paris, je suis Charclot. On rentrera pas dans les détails cette fois-ci. Mais au bout d'un moment, je commence à rentrer dans le rap. Donc j'habille la clica, je traîne avec Kondo, clic, je n'ai plus de balles, j'ai vidé mon chargeur, je me sens mal, super. Et je traîne beaucoup avec Valérie, je fais la tournée. Valérie, excusez-moi, son vrai nom, Bustaflex, flex comme du latex. Je kick avec mes Nike, trop de MC se disent puissant sur le mic. Et je traîne avec Go alors, les mecs de Marseille. Tu connais les lyrics quand même. Mais je les connais tous, c'est comme j'ai traîné, j'étais en studio avec eux, frérot.
Donc j'étais un rat de studio, j'étais là, ah ouais, génial, mec. Mais pourquoi c'est quoi le... Parce qu'au bout d'un moment, c'est sec, c'est gogol. À part, Fab est parti, le rap s'est arrêté. Ça s'est arrêté à Buffa. Voilà. Voilà. Buffa, mon frère. Ouais, je sais pas, je vais pas applaudir moi. Aujourd'hui, t'as quand même des... Excuse-moi, je vais quand même défendre le rap vite fait, petite plaidoirie légère, mais t'as les lots aujourd'hui. Les gars. Si on parle juste de créa et tout, il était en train de terminer le rap, moi je suis pas d'accord. Excusez-moi. Je suis pas d'accord. Juste avant la réunion, il m'a donné 500 €, il faut du scandale. J'ai dit, ok, d'accord. C'est pas vrai. J'avoue, ça c'est une bonne idée. Ça c'est une bonne idée, je note. Moi je fais du buzz. Non. Mais c'est pas mon truc, c'est une maladie ou pas? Est-ce qu'un noir et un arabe en France doit absolument être obsédé par le rap? Non, t'es pas obligé. Non, m'en bats les couilles. T'es pas obligé. Voilà. T'es pas obligé. Voilà. Ouais. Je sais pas qui, voilà. Moi, je suis pas aligné, hein. Si vous me demandez. Venez pas rogner de ça, non. Moi, je suis pas aligné, les gars. Désolé. Mais au bout d'un moment, il faut sortir de cette ornière dans laquelle ils nous ont mis. Tu peux écouter du Peura, mais moi, mon groupe préféré, c'est Pixies. C'est un groupe de rock indépendant de Boston des années 90. L'autre groupe préféré, c'est Donald Byrd, c'est du jazz. Tu vois, c'est ça mes trucs. Je dis que je découvre des trucs. Si c'est pas trouver des trucs avec des machines dégueulasses, ça ne m'intéresse pas. C'est pas un milieu qui m'a intéressé. Et très vite. C'est-à-dire que tu traînes une fois, deux fois, tu fais une tournée avec des cums, tu regardes. Je traînais même avec Claude, MC Solar. Je traînais avec lui. Toi, en fait, ce que tu déplores, c'est le manque de... Mais de nourriture cervelle, frérot. Okay. On s'élève. Vous voulez rester Google toute votre vie? Écoutez du Peura toute la journée, frérot. Vraiment, vous allez pas décoller. Les seuls messages qu'ils envoient, c'est fais de l'oseille. Ils sont où sur la Palestine? Ils font pas de politique, les cums. Ils sont où sur l'Afrique? Ils sont rien. Des fois, ils font des petites réunions. Ah, super, on est pas gentils. Les gars, ils sont où sur les fachos? Ils sont rien. C'est pas du rap. Moi, je viens de Public Enemy, mon frère. Security of the First World, Professeur Griff, tous ces cums. Oui, peut-être Gourou à un moment. Les gars, les rappeurs aujourd'hui de la banane. Bouffez-en, si vous voulez, toute la journée. Moi, personnellement, pas ma tasse de thé. Moi, j'ai besoin d'un mec qui m'envoie un message, qui m'apprend un truc. J'écoute un morceau, je chante avec un queutru. Je paye pas juste pour passer un moment et bouger mon huc. Sinon, j'écoute du funk comme les vieilles caras. Ok? Mais j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de trucs qui me rendent... il faut s'élever. Les gars, là, les rebeux, les renois, je sais pas comment on va vous appeler. Faut vous élever. Après, vous avez... la génération que vous avez, les gars. Non, t'as des rappeurs qui font autre chose que du rap capitaliste et tout, mais ils sont juste moins cotés. C'est juste ça. Frérot, ils sont pas c'est la réalité. Mais les gars, arrêtez de chercher l'oseille. Ouais. Arrêtez de courir après l'oseille. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Mais frérot, c'est nul l'oseille. Ouais. Mais vous allez dire, c'est facile, il est riche. Je le fais avant toi. Je l'anticipe, tu vois. Pour les gens qui travaillent avec moi, je m'en bats les couilles de l'oseille. Le nombre de Yomi à laquelle je mets un coup d'IEP. Les gars, je vais vous dire la vérité. Tout à l'heure, j'étais avec Samy Janger. Samy Janger, qui était le directeur CMO monde de Nike. J'étais avec lui tout à l'heure au bureau. Il était avec son équipe, il a maintenant une boîte qui s'appelle Consul. Ils étaient là à mon bureau. Et il regarde ses deux assistants. Et il leur dit en parlant de moi, s'il n'avait pas été une grande gueule, il serait déjà milliardaire. En parlant de moi. Normalement, une personne bien faite, c'est insultant. Mais je sais qui je suis. C'est pas ce que je cherche. L'oseille, il est arrivé par hasard. Parce que je savais faire mon taf. Mais pendant très longtemps, les gars, j'ai été clochard, j'ai pris ce risque. Je disais non à des projets quand j'étais à la rue. Je vivais dans mon bureau à Bastille, je disais non. Aujourd'hui, je vais commencer à regarder l'oseille. Aujourd'hui, je parlais avec ma femme, juste en fait, il y a un contrat à 2 Yomi, je dis bon, c'est bon, je vais pas le faire. Le truc le plus important, c'est ma vie. Et si vous voulez vous élever, c'est la cervelle. L'autre jour, je rentre d'un voyage et je suis dans un taxi. Avec un Belkani, un mec de chez moi, Belkan, tu vois. Il a une série 7. Après, je prends pas les taxis normaux, c'est premium, un peu tout le carnaval et tout. Mais j'arrive, et le cum, il avait tout fait. L'eau était fraîche. Le truc, la musique était incroyable. Il avait mis un écran de cinéma dans son... C'était trop, mais c'était vraiment... Mais je vois que le mec, en tant que chauffeur de taxi, il essaie de faire le mieux. Le mieux possible. Il essaie d'apprendre des langues et tout. Et ça, tu vois, ça me touche. Tu vois ça? Je me dis, lui, là, il va tout niquer dans sa vie. Ça se voit. Ça se voit. Mais les mecs qui sont là à dire, je vais faire des t-shirts, j'attends que ça va réussir. Je vais mettre 2-3 sur Instagram, j'ai un pote à moi qui vient de lancer un album, je vais lui mettre dessus. Frérot, bon courage. Ouais. Bon courage. Essaye. Avec un peu de chance. Moi, j'ai vu des gogols devenir riches. Beaucoup dans ma vie. Est-ce que je les respecte? Non. Ils sont riches.
Mais moi, c'est pas l'oseille que je respecte. Ouais. Un meilleur ami et mes meilleurs amis, c'est pas des mecs riches. C'est des mecs qui sont intéressants, avec qui j'apprends des choses. Donc il faut arrêter d'être Google. Ils portent des marques. Moi, je m'en bats les couilles des marques. Moi, ce que j'aime bien, c'est la bonne matière, le bon truc et tout. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on rajoute? Si c'est pour ajouter une énième marque, à une énième marque, et une énième marque, comme un truc là qui a... ça commence à me casser les couilles, tout ça. Regarde, lui, il est là, le Friango, là. Il a fait sa marque. Ben, c'est la première fois que j'ai vu un rebeu qui vendait des vêtements pour t'habiller comme un Italien. Il ouvre une nouvelle porte. Il va sur des territoires qu'on n'a pas pris. Il faut aller ailleurs. Il faut aller chercher. Je le pense vraiment. C'est pas une critique. Vraiment, j'adore ce que tu fais. Est-ce que je l'achète? Pas sûr. Mais c'est Rama. C'est ça. Là, vous marchez tous les pieds les uns sur les autres. Vous vous ressemblez. Vous habillez tous pareil. Vous réussissez. Vous faites la même merde. Demain matin, je vais vous dire, allez, le nouveau burger. Allez, c'est parti la queue. Et là, le nouveau kebab. Et c'est parti la queue. TikTok, toc, toc. Tout le monde est gogol. Ah, va bien, on y va. C'est la nouvelle glace qu'il faut bouffer. T'abuses ici. Les gars, ça devient ouf. Tu es quand même Ramdan, abuse pas. Mais c'est pas ça. Je te dis ça. Je connais pas ton public. Je sais pas qui c'est ces gens. Je capte. Mais bon. En tout cas, tu nous régales là. Mais bon. Comme j'avais pas prévu ces sorties de piste. Là, on a dérapé comme never. Mais on n'est pas encore sur les races. mais bon, je fous le bordel. Il est en panique. Je sais pas, non, il sait très bien. Je suis pas en panique, moi. Les gars, mais c'est pas une vanne. Je pense qu'aujourd'hui, vous perdez votre temps à tous vous marcher les pieds dessus. C'est vrai. Hein. Moi, je pense que vous perdez du temps. D'abord, la moitié, si j'étais vous, si je devais faire un truc un peu politique, la moitié, barrez-vous. Barrez-vous. Allez ailleurs. Ça va pas marcher pour vous. Ça va peut-être marcher ailleurs. Le truc, rester socialement au même endroit, ou même géographiquement, moi, ce qui m'a sauvé, c'est d'aller ailleurs. C'est pas la France qui a fait ce que je suis. La France, ça m'a donné des clopinettes, pas respecté. Pas un pays qui m'aime. Est-ce que je l'aime? Pas beaucoup. Je l'aime de moins en moins, en tout cas. Et le peu que je l'aimais, c'est fini. Et ça devient de plus en plus facho. Et je vois qu'il y a beaucoup de, comme ils aiment bien dire dans Mediapart, des racisés. Mot que je déteste, qui a été, je pense, inventé par un mec de gauche blanc qui bouffait que de l'herbe. Mais ce mot est atroce, je le dis. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les gars, un tiers, faut vous barrer, barrez-vous ailleurs. Quand je dis barrer ailleurs, dans d'autres pays, un pays à éviter, les États-Unis. C'est la même merde que ça en pire. Donc il faut aller ailleurs. Il faut aller dans des pays surprenants, des pays qui vont vous apprendre des trucs. Le Pérou, le Chili. Le Cambodge, le Laos, le Vietnam, des pays où vous allez revenir avec 12 milliards d'idées et vous allez amener un truc de là-bas, vous leur ramenez. Si vous voulez vraiment vivre à côté de vos parents, mais vous pouvez aussi rester là-bas. Il y a un tiers qui peut rester, mais ça va être galère. Il y a du monde sur la corde à linge. Et si vous êtes là, il faut tout niquer à l'école. C'est un pays, malheureusement, qui respecte que les diplômes. Ça, je l'ai vu. Ah ouais, tu trouves? Bah, si tu veux te blanchir, il faut des diplômes, mon frère. Il en faut beaucoup, en plus, pour toi. Et moi, j'ai bac plus 5, frérot. Moi, on dirait pas j'ai bac plus 5. Non, je te crois. Non, je sais très bien que tu rigoles. Belex te met sur Mediapart, là. Je t'envoie. Marhaba, j'ai envie de regarder en plus. Comme vous le voyez, il n'y a pas de filtre. Ça m'a pas calmé. Et un tiers, vous pouvez rester là et tenter votre chance. Mais il faut que vous soyez un peu des bourges, un peu d'oseille. L'Inter. Attends, il y a deux trucs que j'ai envie de parler, tu vois. Bon, vas-y, on va continuer sur l'Inter parce que... Moi, c'est le Japon qui m'a... Vraiment, la vérité, c'est le hasard. Les gars, le Japon, en 1996, quand j'y vais la première fois, c'est une autre planète. C'est le turfu. Il n'y avait personne. Tu faisais un arrêt, il n'y avait pas de vol, quasiment pas de vol direct, à part pour les méga bourges. Et tu faisais un stop en aéroflotte à Moscou et tu repartais. C'était vraiment ouf. Je suis allé la première fois parce que j'ai ma boutique qui s'appelait, je ne vous ai pas raconté, mais l'épicerie avec Marc Jacobs et tout ça. Donc, je vais à Tokyo. Et la première fois, j'aime pas. Je déteste même, pour ainsi dire. J'aime pas la bouffe japonaise, je n'avais jamais bouffé. Moi, les sushis, impossible à l'époque. Maintenant, j'adore ça, mais à l'époque, c'était impossible. Mais, comme tu l'as vu, et tu as dû t'en rendre compte, je suis assez curieux. Et donc, je me suis fait des potes. Et ces potes, le hasard des choses, vont devenir les mecs qui tiennent le game. Mais vraiment, les premiers mecs que je rencontre à Tokyo, c'est Katayama qui va monter Wonderwall, qui va faire les boutiques Baffingape, c'est Nigo, c'est Jun Takahashi. Mais attends, parce que là, tu vois ce truc-là, comment t'es tombé sur eux, genre? Parce que là, tu parles de ça comme si tu marches dans la rue, tu vois Jun Takahashi. C'est pas possible, ça.
Tu vois, moi, je sais qu'on ne coupe pas comme ça normalement, mais là, Non, j'aime mais, bien. ça. Déclare-nous les vailles où tu traînes, comment tu fais, tu vois. 96-97, je fais une boutique qui s'appelle l'épicerie avec Marc Jacobs, donc je commence à être le centre du monde. Fin 97, il y a Colette. Mars 97, ma femme a participé. Il y a Colette qui s'ouvre. Fin 97, début 98, il y a nous qui arrivons. Mais comment tu fais pour, comment t'es Parce qu'il y connecté a- à Marc Jacob à cette époque? Alors, comment on a connecté avec Marc? Par un mec qui s'appelait Antoine Bouillot. Le mec venait, c'était en 97, et Marc, il venait d'être pris pour faire Vuitton. Et on est invité à une fête d'une Française d'origine italienne qui s'appelle Camille Micheli à son anniversaire. Et Alain Mecli m'avait prêté les premières lunettes prototypes des premières caméras en lunettes en 97 qu'il avait fait pour Bono. Longue histoire, je commençais à connaître du monde. Et j'arrive à cette fête, on filme tout le truc, on devient un peu les restats de la fête. La fille, elle devient le hasard des choses. Son frère devient un de mes meilleurs amis après avec le temps. Et il est marié avec la nièce de ma femme. Ses gosses, c'est les cousins de ma... C'est vraiment le truc, des années après, ça s'est fait comme ça. Mais cet anniversaire-là, et elle est la bras droit de ce nouveau designer. Elle était chez Chanel, elle était après chez Alaya. Elle se retrouve la bras droit du designer qui vient d'arriver à Paris pour Louis Vuitton, qui s'appelle Marc Jacobs. Et Marc, à l'époque, un mec, un Tismé Black balèze qui s'appelle André Walker. Et on devient très pote avec André, qui est mon premier pote d'EP. Tu vois, l'homophobie, jusqu'à André Walker, j'étais homophobe, je rencontre André Walker, c'est devenu mon meilleur pote. Et on rigole, on collerait avec lui. Et Marc nous aime bien. Et il y avait Jeremy Scott aussi dans la bande. Il y avait toute une bande, tu vois. Et on devient un peu les mecs cool. Si il y a de la presse de moi, vous cherchez un peu l'époque de l'épicerie. On fait un truc qui s'appelle l'épicerie, il y a plein de créateurs. Et on traîne avec tout le monde, tu vois. J'ai rencontré Alaya, Jean-Paul Gaultier, enfin toute la fashion. Mais vraiment toute la fashion. Tu vois comment il s'appelle? André Léon Talley, tu vois le grand Ouais, je Renoir vois qui- très bien. Ouais. André m'adorait. Il passait à Paris, il me voyait en premier. Mais tu penses que c'est quoi? C'est le fait que tu... J'étais dingue. C'est ça le truc qui Mais a les fait mecs, que... c'était dingue. On fait une fête, Victoire a été, une fête camouflage, sur le thème du camouflage en 98. Pour vous donner le genre de délire qu'on fait. On fait une fête sur le thème du camouflage, personne ne faisait le camouflage. C'est juste avant Bayfinger, à peu près à la même époque. Et nous, on fait un thème et on commence à acheter plein de trucs de camouflage. L'épicerie, c'était un concept store qu'on avait inventé qui faisait n'importe quoi. C'était une raison pour faire la fête avec des potes. Et on est à Halle, c'est très en main, et moi j'ai des idées à la con. Et les deux mecs qui étaient avec moi, ils étaient encore plus cons que moi, donc on rigolait. Donc on fait une vidéo, on attaque Paris, on habille en militaire, on fait une vidéo, on montre le film et tout, et on loue des tanks, mais des vrais tanks. Et on décide d'attaquer le Marais. Sur la tête de mes 3 enfants, l'histoire. Hein. On arrive dans le Marais avec des vrais tanks. On fait une fête, on demande à Jeremy Scott de jouer de la musique militaire. Et après, on fait un VIP room. Et comme tous les mecs de la mode, ils aiment bien aller au VIP room. Et t'es arrivé, il y avait un film de avec Star Trek en film de et t'avais tous les mecs de la mode qui étaient super mal à l'aise, qui regardaient un film de ah bien, Captain Smoke en train de niquer des meufs. Et nous, les gauleries, morts de rire. Et les cams, ils sont là, mais c'est des dingues. Ah ouais, c'est clair. Ça en batte les couilles. On a fait une fête pour Heidi et je fais la porte. Il y a 2000 personnes qui veulent rentrer sur ce bateau, je me rappelle. C'est la plus grande chanteuse française, j'ai oublié son blaze. Et je dis non, mais c'est pas possible. Elle dit ouais, mais non, c'est pas possible. On bat les couilles, je sais même pas qui c'est. Et on était comme ça. Il y a un striptease. Vous imaginez l'émission striptease. Vous vous rappelez le truc des gogoles là? Eh bien, ils en ont fait un sur WAM. Ça donne le niveau de folie. En fait, c'est un folie qui a fait que tu as eu autant d'opportunités, en gros, là, de ce que je lis. Frérot, attends, quand le striptease est passé, le lendemain, je faisais pas le malin. Hein. Ouais. Parce qu'ils n'avaient pas montré la meilleure partie de moi-même. Mais on était fous et contrairement à tous mes potes qui se sont embourgeoisés avec le temps, qui sont devenus un peu emmerdants et tout, moi, je suis un peu resté le mec que j'étais et j'ai pas changé. C'est-à-dire que ce truc de déglinguerie, incompréhensible par les bourges, alors je vais dire un truc un peu dérapage, blanc, ça, c'est pas compréhensible. Parce que je parle comme ça au travail toute la journée. Par contre, je vous vois. Mais c'est la même chose. C'est exactement ça. Ouais, en fait, toi, t'as pas de filtre et tu balances plein de vannes, sauf que les gens, ils prennent ça en mode premier degré, quoi. En gros. Voilà, attention, par contre, il faut travailler. Hein. Non, mais c'est ce que tu viens de dire. Ouais, mais il faut... Ah, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas que des vannes, il faut... Ouais, tu donnes le... C'est pas toute la journée un spectacle, mon frère, mais il faut travailler. Et surtout, travailler, comme je suis fils d'ouvrier, j'ai pas les mêmes valeurs que les autres. Ouais. Donc le travail, nous, c'est pas du travail. Ah mais, les gars,
Attends. Excuse-moi, je dors. Ouais, je vois. Elle est où la machine à café? Ouais. Frérot, des comme ça fait 5 minutes chez WAM. Là, en fait, on bouge tellement dans tous les sens. J'ai envie de parler d'intensité maintenant, mais vas-y, parlons d'abord Trudon, Bully, tout ça. Oh putain, il a tout préparé le cum. Mais j'ai préparé quand même, obligé, parce que je savais qu'on allait déraper. C'est pour ça que j'ai mis un petit, tu vois. J'ai envie qu'ils puissent poser des questions aussi. Mais il faut C'est pour ça que, tu vois. Ils ont payé une place pour me venir. Non, c'est Donc, ouvert là pour l'instant. Après, c'est pas tous les jours gratuit, hein, c'est pas les gars, mais là en tout cas là, on donne la ce fort. Mais bon, Je dis non à ce genre de truc, mais ce format, lui, obligé. ça fait plaisir. Voilà. Parce que j'avais vu ces vidéos. Ah, Je l'ai pas dit. t'as fait le due diligence, mais c'est J'ai bon. regardé chez c'est qui. Ah, c'est marrant. J'ai appelé un mec dans mon bureau, il me dit fais-le. Ah, c'est carré, ça fait plaisir, je suis content. Il s'appelle Rida, je le dis comme ça. Ah, c'est un bon shout-out. Vas-y, parlons de la période Trudon. Période Trudon, office. il y a des bonnes histoires là. Bah ouais, mais et après, J'ai fait Martha on pose Stewart. des questions. Comment tu fais pour reprendre des marques comme ça, genre, c'est quoi le... Alors d'abord, j'ai jamais décidé de faire des vieilles marques. Est-ce qu'on peut monter la clim? Parce que ça commence à faire chaud là. Ça vous dérange pas? Ou la mettre à 22, 21? C'est ma température idéale. Trudon. Vous vous rappelez, je vous racontais l'épicerie, je pars au Japon, après je fais des trucs. Et quand on fait l'épicerie à l'époque, il y a un avocat qui me trouve très sympathique et qui décide d'investir dans l'épicerie. Il va perdre son oseille, à peu près comme tout le monde dans son projet, parce qu'on va s'embrouiller à cause d'une meuf, c'est la guerre atomique, on perd tout l'oseille, on finit. Mais à ce moment-là, un Japonais vient me chercher, je pars vivre au Japon et ensuite je reviens en France. Et je reviens en France et cet avocat qui avait perdu tout son oseille avec moi et qui m'avait attaqué au tribunal et qui avait perdu contre moi, j'ai battu un avocat au tribunal, ça c'était assez ouf, avait gardé beaucoup de respect pour moi. Il s'appelait Michel Guignot. Et il va devenir mon avocat pendant des années. C'est un mec qui a marqué ma vie. C'est le premier jebourg, mais genre haute volée, qui m'a fait rentrer dans son cercle. Genre très haut niveau. Genre le mec qui connaît tous les grands patrons, c'est un gros avocat cabinet dans le 8e. Et à l'époque, j'avais été agent d'un artiste. Accrochez-vous. Scoop. J'étais l'agent de que j'avais découvert. Vous voyez les trucs là partout là? Ouais. Et bien si vous regardez une de ses premières vidéos, il y a moi dans la vidéo, je suis son agent, avec une Mercedes, alors que j'ai pas de permis, qui était la Mercedes de mon avocat, avec cette Mercedes où il recevait des tickets, genre on dépassait toutes les limites, et l'avocat m'adorait. Et je sais pas, il avait une passion pour elle. Et cet avocat, quelques années après, un jour, il avait un accent d'Avignon, et ce mec m'appelle un jour, et il me dit « Ramdan, est-ce que tu veux pas venir à mon bureau? Il y a quelqu'un que je veux te présenter. » Et je vais à son bureau, il y a ce vieux pépé. Et donc ce mec-là, je suis avec lui, et mon avocat, et le mec me dit « est-ce que vous voulez pas m'aider? J'ai une usine de bougies, je fabrique toutes les bougies pour les églises. » Ah bon? Il dit oui, la boîte, elle est multicentenaire. Je dis, ah bon? Pouvez-vous le prouver? Il dit, j'ai pas la preuve, mais donnez-moi du temps, je vais le retrouver. Et quelques mois après, mon avocat me rappelle, Michel, il me dit, reviens à mon bureau, il y a le mec que t'as pas trop aimé, et il a tout un dossier pour toi. Et il me donne le truc, et le mec avait racheté, il avait il était en la possession de la manufacture royale de cire. Et si vous connaissez Duhamel de Monceau, l'art du cirier et tout, c'est historique. Pour vous en battre les couilles, mais ça, c'est le genre de passion que j'ai. Pour vous donner un ordre de ce que c'était un fabricant de bougies au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, ben, c'est la lumière. C'est EDF. Donc c'est un truc incroyable, c'est une histoire incroyable, c'est la manufacture. Donc c'est vraiment un truc ouf. Et là, le mec, je le vois. Et là, je dis, c'est bon, ça m'intéresse. Et je vais me plonger dans l'histoire et on va en sortir une marque. On va ressortir la marque historique. Ça s'appelait Trudon. Je vais appeler ça Cire Trudon. Mais le mec n'utilisait pas ça. Lui, il faisait du B2B. Fabriqué pour les églises et des bougies parfumées. Et c'est le hasard, parce que j'aimais l'histoire, je me retrouve par hasard. Et je vais inventer ce truc qui va faire mon succès, les cloches
pour protéger les bougies. C'est ça qui fait mon succès, en fait. Et du coup, là, sur Bully, moi, j'aimerais bien, dis-moi ce que t'en penses et tout, mais c'est quoi ton rapport avec ton entourage, ta femme, qu'est-ce qui t'apporte, tu vois? Ma femme, d'abord, c'est un projet presque d'amour. Moi, la beauté, je m'en bats un peu la charrette. C'est pas mon truc, c'est le truc de ma femme. C'est vraiment sa passion. Et après, Cire-Trudon, j'étais un peu trop marre. Et puis surtout, c'est très limité, c'était que des bougies, je voulais un truc. Et puis, on avait eu un projet, parce que ma femme et moi, on a déjà eu un projet ensemble. Hein. On a eu Parfum en Général, qui était une sélection de produits de beauté qui a été un succès, mais avec un gros catalogue qui cartonnait sa mère et qui a coulé parce que ça marchait trop. C'est monté comme ça. Et on l'a vendu à des gens qui l'ont plombé. Ça a marché trop. C'est-à-dire que le truc, t'as prévu d'en vendre 100, t'en vends 1000. Alors, ça marchait, on faisait pas des marges incroyables. Et c'est là où j'ai appris que vaut mieux faire tes marges et pas faire du wholesale, le business et tout ça. Ça, j'ai appris ça. Mais surtout, ce qu'on a appris, c'est gérer le succès. Et on l'a vendu à des gens qui étaient horribles. Un mec du Tiessan et un autre cum atroce qui faisait des godemichés. Ils ont brûlé la boîte. Il y avait une boîte de godemichés, le mec. Je vous la tête de ma mère. Ça n'a pas été une bonne expérience dans notre couple parce que on était Victoire et moi, 47-50, et on avait mis un mec au milieu, 5%, genre le juge. Ben, il a fait que des mauvais choix, celui-là. Et on a signé avec les mauvaises personnes. Donc la boîte, on l'a vendue et on ne s'est pas fait payer. Et accrochez-vous, si vous vendez votre boîte après, un jour, on était caution de toutes les dettes de cette boîte. Ils n'ont pas enlevé les cautions. Quand eux ont coulé, ils sont venus chez qui? Chez nous. Et on a payé les dettes de Parfumerie Générale, qui est une boîte de 2003. On a fini de les payer il y a 5 piges. Les gars, l'expérience, the best teacher, comme dit Gourou. Putain, c'est fou. Si on voulait parler de rap. Moi, ma question, c'est surtout, tu vois, dans ton parcours qui est singulier, qui est unique, on sent que tu prends essence vraiment de tes expériences et tout. Comment tu vis plus, je dirais, quand tu nous expliques, je sais pas, les coups de traître qu'on te fait ou les business. Oh putain, vous savez que Cire-Trudon, vous savez comment je l'ai perdu? Un buy-in, buy-out, vous mettez 2 prix. Vous vendez vos parts, le mec rachète vos parts, bon bref. C'est comme dans les films, c'est 2 enveloppes, et celui qui donne le prix le plus haut, plus 1 euro, il gagne la mise. Donc tu fais pas beaucoup, pas trop, et c'est un peu psychologique, tu vois. La proposition en face, c'était plus 1 euro. Je m'étais fait trahir par mon propre assistant, tu vois. J'ai perdu Cire-Trudon sur mon propre assistant pour vous donner le truc. C'est ça la vie. Il y a des traîtres. Tu vis avec. Regardez Mediapart. Il m'a suffi d'une personne. On l'a pas vu venir. J'aurais dû la passer au truc, au détecteur de mensonges. Comment tu vis quand ça va pas? Bah tu vis frérot. Hein. Y a des moments avec Victoire, on s'est barré au Maroc parce qu'on n'avait plus de quoi payer notre loyer, mon pote. Et 3 gosses, hein. C'est-à-dire, 3 gosses, il faut leur donner l'impression que c'est des bourges toute leur vie. Hein. Donc il faut travailler, mon pote. Il y a des mots. J'étais dans le métro pendant 10 mois dans ma vie. Je dormais dans des poubelles, dans des toilettes publiques, dans des trucs. T'es là, mon pote, faut vivre, t'avances. Par contre, il y a un seul truc qu'il faut pas que tu perdes, c'est l'envie de t'en sortir. Le jour où t'arrêtes, ben c'est fini. Je vois beaucoup de gens qui arrêtent et après qui disent ah c'est la faute de l'autre. Mais frérot, continue. Peut-être que c'est pas le moment, peut-être que c'est pas le bon endroit, peut-être c'est pas. Essaye, continue. Ça marche, mais ça ne marche que si tu travailles. Et quand je dis travail, c'est pas travailler comme évidemment une phrase comme a dit l'autre jour, qui est incroyable quand même. C'est que si le travail, c'est vraiment la santé, on n'a qu'à envoyer tous les malades dans des usines. C'était une phrase qui m'a bien fait marrer. Vous l'avez pas vu? Digérez-la. Elle est pas mal, vous avez vu? Quand je dis travail, c'est te nourrir de tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait le taxi. Mais tu peux être le meilleur dans un hanout avec une super sélection. Tu peux être le meilleur à vendre du shit. En allant au Riff, prendre du 00 jaune, du golden, des trucs super bien, au lieu d'acheter de la merde avec du plastoc. Tu peux faire ça dans tout. Il y a un truc le plus important, je vous le dis. Le produit, c'est le plus important. Le produit et la façon de le vendre. Mais beaucoup d'entre vous, et ça, j'en suis sûr de votre génération, vous cherchez pas de la thune, vous cherchez pas un taf, vous cherchez un statut. Vous voulez dire, quand vous arrivez dans un dîner, je fais ça. Alors ça, c'est de la merde. Je vous le dis tout de suite. Le statut, c'est de la merde. Tous les gens qui cherchent un statut, pour moi, ça se voit en 2 secondes.
Ils veulent juste dire, ça y est, je suis designer, j'ai une agence. Le nombre d'agences créatives, je pense qu'il y a plus d'agences créatives à Paris que de projets créatifs. Il y a plus de scénaristes et de cinéastes à Paris aujourd'hui. Mais si tout le monde fait les films qu'ils avaient en tête, mon frère, il y a 4000 cinémas dans chaque rue. Aujourd'hui, arrêtez. Je le dis, c'est horrible. Il y a d'autres trucs où on peut être super fort. Il n'y a pas que ces trucs-là. Moi, les trucs où je me marre le plus, c'est les trucs où j'avais pas prévu de faire un succès. Quand je fais les bougies Sierre Trudon, ma femme qui est là, elle me dit, mais elle me dit, mais Ramdan, tu vas pas faire des bougies, il y en a partout. On essaye. Et vous savez pourquoi ça a marché ? Grâce au nom. Parce que quand je fais des bougies, je vais voir les parfumeurs. Qu'est-ce qu'ils disent les parfumeurs ? Mais on va pas faire du parfum pour ce bougnoul. C'est la première fois qu'on me le dit littéralement comme ça. Bougnoul. Venu de la bouche d'un blanc de Grasse, ça fait mal. Venu d'un cousin qui s'appelle Mohamed, il n'y a pas de problème. Mais là, je l'ai mal vécu. Ils m'ont dit non pour faire mes parfums. Les usines me disent non pour faire mes verres. Tout le monde m'a dit non. Bah, il a fallu se creuser la tête, mon frère. On est allé voir ailleurs. Parce que moi, on ne me dit pas non. Ça, c'est impossible. Tu me dis non, je la motive. Et moi, les non, c'est ça qui me motive. Et c'était non, non, non. Et j'ai fait les choses autrement. Et quand ça a été un succès, ils sont tous venus faire la queue en disant, je me rappelle comment je les ai humiliés. Eh les gars, moi, tu me dis non, on revient pas, hein, parce que c'est l'humiliation. Les banques qui m'ont dit non, oh le kiff, l'humiliation. Je mettais des haut-parleurs, le bureau il écoutait, on était mort de rire, on insultait le banquier. Alors gros bâtard de banquier, tu nous appelles ? Tout le monde mort de rire dans le bureau. Et je leur parlais super mal. Parce qu'ils m'ont dit non. Et que je m'en rappelle, moi, c'est des petites cassures, ça fait encore mal, des fois. Et certainement, le succès, c'est très con. C'est la cloche et un concept très con. Mais personne n'a vu venir. Nous n'allons pas faire des parfums, nous allons faire des odeurs. Et ça, c'était la révolution dans le métier olfactif. Dans le parfum, j'ai inventé un game. Je suis arrivé, mais les gars, les odeurs que j'ai faites chez Sierre Trudon, c'est les odeurs les plus contre-typées du marché. Pour vous dire ce que ça veut dire un contre-typage, copier. Tout le monde me copie. À part les cloches, quand j'ai fait la cloche, je vais voir Michel Guignot. J'ai dit, mec, j'ai inventé par accident cette cloche pour les bougies. Ils vont me copier. Et Michel me dit, non, c'est pas déposable. Ça aurait pu être déposable. 2 mois après, première copie, Ralph Lauren. Putain de sa mère, j'avais raison. Et donc, il y a le fond et la forme. Il y a beaucoup de gens qui adorent la forme. Poli, gentil, nanana. Moi, c'est le fond qui m'intéresse. Avec moi, la forme, cherchez pas. Tu prends ou tu prends pas, je m'en bats les couilles. J'ai pas besoin de plus d'amis que j'ai. Je suis très heureux dans ma vie. Mais alors, les gars, en termes de bonheur, je prends tout le monde. Je suis très heureux. C'est pour ça que la forme, je m'en fous. Tu t'aimes comme je suis, j'ai pas envie de changer. Et la chance, c'est que malgré la forme, ce qui aurait dû être un problème pour un mec comme moi, c'est passé. Je sais pas comment. Mais pourquoi tu... C'est passé à l'énergie. Je pense que c'est passé. Parce qu'à l'énergie, tu me dis non, je reviens, je recommence. Il faut que ça passe. Je suis fou, il faut que ça passe. Je mets une telle énergie, une telle tension, une telle puissance. Il y a des gens qui sont à côté de moi. Mediapart. Alors, pour ceux qui ont lu l'article de Mediapart, je rappelle quand même, très intéressant cet article. L'article commence par « Il y a 15 témoignages ». Lisez l'article. Il y en a 4. Tous les témoignages, sur les 15, il y en a 14 qui sont en anonyme. Donc, un anonyme, tu peux dire « Il a tué des enfants ». C'est anonyme. On ne va pas venir te chercher. Donc, il y a 4 vraiment témoignages anonymes. Ils sont indirects, les témoignages. Et qu'est-ce que sont les témoignages ? Tu as des mecs qui te disent « Il m'a mis la pression, il m'a mal parlé ». Frérot, je vais vous dire une phrase. Et ça, c'est peut-être la seule raison pour laquelle j'ai fait ce talk aujourd'hui. Je ne vais pas m'adapter. C'est à eux de s'adapter à nous. Il y a des nouvelles têtes dans la création. Le métier de bourge, qui était la création, fermé à des queules comme nous, qui était interdit. Moi, dans les années 90, même au début des années 2000, il n'y avait pas un Noir et des Arabes, aucun, dans tous les bureaux où j'étais. 0, frérot. 0, ils ne les prenaient pas. On arrive. C'est à eux de s'adapter. On arrive avec nos codes, notre style, nos odeurs, notre vibe. Tu prends ou tu prends pas. Mais c'est pas à moi d'adapter. C'est moi le patron. Je vais pas m'adapter à des petits bourges qui viennent dans mon bureau. Tu t'adaptes, sinon tu te casses. Il y a des périodes d'essai. Nous, on donne des CDI. Le salaire moyen dans ma boîte, c'est 4 000 de net. Mon frère, tu t'adaptes.
tu t'adaptes, c'est WAM. Si t'aimes pas, tu pars. Il y a des gens qui sont là depuis 15 ans, que l'article n'a pas appelé. Quand même, on est allé chercher 15 faux ex-employés, dont certains ont passé 2 jours chez moi, la majorité d'ailleurs, sur les 650 que j'ai eu ces 10 dernières années. On est en train de... Vous avez bien écouté, 650 employés. On va en chercher 15 qui disent des horreurs. Mais tous les mecs qui n'ont pas fini leur période d'essai, ils vont dire des horreurs sur leur ancien patron. C'est normal. Ce que je vous dis, moi, vraiment, je suis comme je suis, je ne vais pas bouger. Je ne m'adapte pas. Je suis gentil, j'ai mon équipe, je suis là, solide. Il y a des mecs qui sont là depuis 15 piges avec moi. Ils sont là. Quand je suis parti de chez Bully, franchement, les mecs pleuraient. Tellement il y avait une bonne ambiance et tout. Donc, quand tu fais ta vidéo et que tu dis « Le grand méchant Ramdan », pose-toi la question pourquoi depuis quelques semaines, il y a un nombre d'articles avec écrit « L'anticolonial »,« l'ami de Mélenchon »,« l'ami de Rima Hassan », parce que je suis putain là pour la Gaza, mon frère. Comme j'ai été là pour le Yémen, comme je suis là pour le Congo, comme je suis là pour tout. Je suis là, je suis militant, je suis d'extrême gauche, toujours. Il n'y a pas, je me cache, je suis un mec d'extrême gauche, je suis heureux, je suis fils d'ouvrier, j'oublie pas d'où je viens. J'oublierai jamais, je peux pas vivre heureux sur cette planète à partir du moment où les autres sont dans la misère. Ou en tout cas, n'est pas le minimum. Moi, c'est ça mon truc. C'est ça mon combat. Je peux arrêter le taf demain matin et faire que ça. Demain matin. Il n'y a que ça qui me motive dans la vie. C'est monter socialement et aider les autres à monter socialement. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ça ne m'intéressait pas de faire des petits bourges d'HEC de merde que je déteste, que je essaie, pareil, je les hais, je les déteste, je les connais. Travailler chez WAM, j'en ai eu plein, de la merde. Et j'ai pas peur, je m'en fous. Et je suis pas là, moi je suis là pour que vous, des comme vous, montez, prenez la place. Mais vous traversissez pas, restez ce que vous êtes, parce que c'est ça, c'est la différence, un mélange de trucs. Frérot, tu fais pas un sandwich avec du pain et du pain et du pain. À part, certains Algériens mangent que du pain, mais fallait que ce soit dit. Mais il faut que il faut vous arriver avec vos différences, vos trucs, et c'est ça, tu vois, c'est ça qui est le plus important, tu vois. Restez déglingue. J'ai capté. En fait, j'ai plusieurs questions qui sont venues. En gros, moi, je veux dire, la première, c'est par rapport à ton engagement et tout ça. Pourquoi tu penses que toi, tu as survécu à ça, alors qu'il y en a beaucoup où c'est chaud? Toi, je trouve que là, tu as quand même réussi à faire... et aussi, je voulais rajouter... La France représente 3% de mon chiffre d'affaires, frérot. Ah, c'est parce que c'est l'international. Ben, où je la France. Tu peux m'enlèves tout, et tu m'enlèves tous mes clients français, alhamdoulilah, bislama les gars, au revoir. Il n'y a qu'en France qui sont comme ça. Mais même les ricains, ils restent avec WAM. Ouais, j'ai compris. Ok, ouais. Mais tu as quand même réussi, par exemple, là, Bully, tu l'avais revendu à LVMH, tu vois. Ou c'était à une autre époque, tu n'étais pas encore autant... Il y a eu un truc, ouais, mais je ne peux pas entrer dans les détails. Ok. Mon amitié pour Mr. Bernard Arnault ne fait que, oui, bizarrement, j'aime bien le cum, fait que je ne peux pas. Je ne peux pas rentrer sur ce terrain glissant. Et j'aime bien le mec. Et je sais que vous avez tous une image un peu particulière de ce cum. Moi, contrairement à vous, je crois, j'ai interagi avec lui et ça s'est plutôt bien placé et on est plutôt sauce. C'est Zarbi, hein. Moi, il m'a fait gaulerie. Donc, c'est un truc qui est dur à écouter. Oui, il m'a fait rire et il est très marrant. Et voilà. Mais après, tu sais, les médias changent un peu là. Tu vois, moi, personnellement, si j'avais été 100% français, je me serais fait sauter de vraiment un truc. D'abord, on est à l'abri du besoin. Genre 150 000 fois, pour 3 générations, je suis tranquille. Mais même ça, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai jamais vécu sur la France, tu vois. Et puis, tu vois, la Palestine, pour moi, c'est la mère des batailles. Tu vois, je vais plus au Maroc à cause d'une histoire de Palestine. J'y vais plus pour des positions qui me dérangent. Tu vois, j'y vais plus. Ça y est, terminé. Alhamdoulilah, j'y vais plus. Et c'est bizarre. Je suis très radicalisé sur la Palestine. C'est pour moi, à 8 ans, voir ma mère pleurer à cause du massacre de Sabra Shetela dans la banlieue de Beyrouth. Quand je suis allé visiter ensuite en voiture, je suis parti à Paris en voiture jusqu'en 2006. Et en 2006, voir le camp, voir pleurer ma mère devant ce massacre qui est à la télé de 2000 habitants, c'est tes premières images politiques, ça reste. Tu vois,
Pourquoi nous, les marrons, et je dis tous les marrons de la planète, j'inclus l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, on vaut rien. C'est ça mon sujet. Pourquoi tuer des Arabes en version industrielle, c'est autorisé? Pourquoi est-ce que l'islamophobie est devenue le racisme social le plus accepté? Tu peux dire, ouais, ça va, mais lui c'est un musulman, je l'aime pas trop. Ah ouais, d'accord, si c'est un musulman, t'as le droit de pas l'aimer. C'est quoi ce délire? Moi, les filles qui étaient les meilleures dans ma vie, elles avaient le voile. J'ai une sœur qui porte le voile. Enfin, j'ai une mère qui porte le voile. Qu'est-ce que c'est ce délire? On est un pays, tu vois. C'est triste où on est là. C'est vraiment triste. Et vous savez quoi? Ce qui est encore plus triste, c'est que 90% des gens qui sont dans cette pièce, ils en ont rien à secouer. Ça les touche sur les réseaux sociaux, mais ils font rien. Engagez-vous politiquement. On est en train. Les gars. Et ça, je le dis depuis des années. Si on continue comme ça, on va finir dans des camps de concentration. Et vos poteaux viendront pas vous chercher. Donc les gars, faites gaffe. Moi, je me bats. Vous allez chez moi. Drapeau palestinien, drapeau palestinien. J'ai des comptes de la Ligue, de la LDJ, de la Ligue juive, de Beta, des WhatsApp, des books WhatsApp, des tweets et tout avec écrit « On va tuer Ramdan ». Dans mon téléphone. Après, je vous les montre, j'en ai plein. Ça me fait pas peur. On est là, on lâche app. Les gars, c'est un truc d'humanité. On s'en fout de l'oseille. On s'en fout. Plus important, c'est ça. Et puis, il y a un autre truc qui me dérange. Chez les jeunes. Cette non-conscience de l'écologie. Moi, je suis devenu végétarien à partir du moment où on m'a dit les vaches polluent la planète plus que tout. Ouais, stop, on arrête. 15 ans, il y a une dizaine d'années, j'ai arrêté. Plus manger un morceau de viande de ma vie. On arrête. Ma mère, elle comprend pas. Qu'est-ce que c'est ce truc, un arabe qui mange pas de viande? T'es pauvre? Et qu'est-ce qui se passe? Donc les Noirs et les Arabes, pour eux, pour les mecs d'ailleurs, c'est des gens qui sont incapables de s'intéresser à l'écologie. Ils sont trop dans les caisses, dans le rap, dans le truc, et dans leurs burgers et leurs kebabs. Mais c'est important pour nous aussi. Donc c'est des valeurs que j'essaie d'inculquer à mes enfants, que j'essaie d'inculquer autour de moi, dans mon bureau. Et ça a été mal perçu par certains, parce que j'ai tout de suite dit à mon bureau, à une réunion qu'ils n'ont pas trop aimé, j'ai dit c'est un bureau d'extrême gauche. Donc à chaque fois qu'on choisit un client, il faut lui demander où il se place quand même par rapport à nous. Donc j'ai fait une tournée aux États-Unis, et là je le jure sur la tête de ma mère, première réunion. Il y avait une dizaine de marques, dont une super connue, faite par 2 sœurs jumelles. Et j'arrive, et ma première question c'est quoi Gaza pour vous? It's complicated. Et je leur dis, do you know what's not going to be complicated? My answer, bye bye. Next project. Et j'ai fait toute la tournée des États-Unis en disant non à tout le monde. Je pouvais ramasser 7 bars. On va les laisser en Amérique, c'est bien, qui restent là-bas. 7 bars, c'est 7 millions d'honoraires. Hein. Quand je paye tout, il m'en reste 3. On leur laisse. Pas besoin de cet oseille, il pue. Donc moi, j'ai besoin de ça. Tu vois, ce truc-là, il faut que ça... Et si on n'est pas unis là-dedans, si on le fait pas ensemble, on est niqué. Je vous la tête de maman, on est niqué. Et là, on n'est pas unis. Chacun a son truc. J'ai ma que marge. J'ai mon média, j'ai mon truc. Les gars, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on parle. En tout cas, super intéressant tout ce que tu as dit. J'aurais adoré que tu me dises que c'était pas intéressant, mais non. Ça va, t'es rama. Tu sais, c'est nul tout ce que tu dis. Mais ok, donc toi, en gros, t'es vraiment en mode sans concession, en mode vas-y, c'est ça et c'est comme ça. Et je voulais que tu me dises. Mais je me l'impose à moi-même, hein. Je l'impose pas aux autres. Je l'impose d'abord à moi-même. Et des doses de travail qui sont... Une intensité de fou, genre. Je suis un mec, si on le voit de l'extérieur, qui a l'air très ennuyeux. Vous voyez, avec beaucoup d'énergie, mais mon lifestyle, il est très ennuyeux. Je suis avec la même femme depuis 25 ans, ça se passe très bien, on a 3 enfants, donc on a des règles assez de base, c'est qu'on essaie de dîner tous ensemble le plus de soirs par semaine. Alors, il y en a un qui est toujours là, c'est Wam, parce que s'il est à Paris, il est tout le temps là, parce que je ne sors pas. Je ne fais jamais de déjeuner avec des gens et jamais de dîner. Je crois que mon premier dîner en 1 an, c'est il y a 2 jours avec Paolo Sorrentino, quand même, hein, à Rome, qui voulait me voir. Donc, Paolo Sorrentino, le grand réalisateur, ça t'y va, ça tu fais un effort, et ça valait le coup. J'ai amené ma fille qui a dit papa, qui est un peu comme moi, et qui dit papa, c'est relou, et puis on a été, c'était génial. Mais je dîne pas. Et je déjeune avec personne. Personne. Même pas ma femme. Ça, c'est, tout le monde le sait. Personne ne mange avec moi, parce que c'est le seul moment de la journée où j'ai 45 minutes, une demi-heure pour moi tout seul. Après, c'est militaire. Végétarien, je ne mange jamais avant 13h.
J'ai découvert le café quand j'ai acheté une marque de café, il fallait que je découvre. Vous avez beaucoup d'idées lorsque vous êtes ventre vide. Je vous donne des petits tricks. Pourquoi, quand vous prenez une douche, vous avez plein d'idées avant le petit-déj? C'est parce que l'énergie que vous utilisez dans la digestion, et si vous ne mangez pas, en fait, elle va remonter au cerveau, donc vous avez beaucoup plus d'idées. Et donc, je me réveille très tôt, 6h45 tous les matins, 7h, et j'ai une particularité en tant qu'ex-clochard, c'est que je peux me lever en 1 seconde. Ça sonne, je suis debout. Short, t-shirt, truc, on descend en bas. Coach qui est là. C'est parti. 45 minutes de coach. Et une fois tous les 2-3 jours, escalade, au réveil, à 7h du mat. Dans mon club d'escalade, à 7h du mat. Jamais bu autre chose que de l'eau depuis des années. Voilà. Eau plate. Et à 13h, on bouffe. J'arrive au bureau, réunion de 9h, tout le monde. Les célèbres réunions de Mediapart, apparemment, qui sont très ennuyeuses, d'après le témoignage de... S'il y a des travaux, là, en ce moment, on a des travaux d'à peu près une quinzaine d'endroits dans le monde. On a des travaux qui parlent et on voit tous les projets. Après cette réunion, je prends les CUM un à un et on fait les réunions en tête à tête. Ça, c'est le lundi matin et le vendredi matin. Le reste de la semaine, il n'y a pas cette réunion. C'est très pyramidal comme création. Tout sort de ma tête. Interdiction d'avoir une moindre idée. On peut commencer à proposer une idée chez moi à partir de 2-3 ans. Genre, j'ai une idée, je peux vous la proposer. Avant, j'écoute même pas. Ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est ma boîte. Et parce que c'est moi. C'est aussi con que ça. J'ai pas envie. Ça m'intéresse pas, même si elle est bonne. Fais ton idée, casse-toi, barre-toi, fais ton truc. C'est chez moi. On est chez moi. Et tant que j'ai pas une entière confiance dans le modus operandi, dans la façon de faire le truc, tu m'intéresses pas. Et après, il y en a 2 ou 3. Ah, par contre, on peut m'amener une idée de comment le faire. Par exemple, je fabrique un meuble. Ce mec, il arrive avec une solution technique que je connaissais pas. Évidemment, je l'écoute. Je suis pas con. Mais s'il me dit vert, bleu ou rouge, et moi je dis jaune, laisse tomber, ça m'intéresse pas. C'est moi le boss. C'est chez WAM. Ailleurs, mais crée ton agence. Et c'est comme ça que ça marche chez moi. Et c'est très déstabilisant pour des mecs qui ont fait des grandes écoles, genre l'école, tous les trucs là. Ils arrivent, ils viennent te donner... Ils font tous, d'abord, leurs books, c'est tous les mêmes. D'ailleurs, j'étais prof à l'école il y a encore 2 mois, je me suis barré. Parce qu'ils sont arrivés en retard, je me suis barré. L'école, ils n'avaient jamais vu ça. Prof à l'école, tout le monde rêve d'être prof à l'école. C'est super bien payé à Lausanne. Ah, au fait, dans mes boîtes, 9h01, t'es viré, si t'es en période d'essai. C'est comme ça. C'est une rigueur, fils d'ouvrier. C'est un truc très déstabilisant dans ce monde où tout le monde fait ce qu'il veut. Mais tu penses quoi des gens que ça choque, que ça perturbe, que ça... Contre-fou. Attends, moi, dans ton sien, pas de... Mais rien à foutre des humains. C'est horrible à dire. Le projet d'abord. Et ça, c'est très déstabilisant. Pour moi, il n'y a que le projet qui marche. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, pour rentrer dans mon petit cercle, ça prend des années. C'est comme ça. J'ai vu tellement de gens passer qui me l'ont fait à l'envers que maintenant, c'est hyper loqué. Hyper loqué. Il y a un petit cercle qui me parle. Genre, voilà. Un peu plus grand cercle que j'écoute de temps en temps. Après les autres, tant que tu n'es pas rentré dans le 2e cercle, tu ne m'intéresses pas. Alors, il y a un truc. Il y a une hiérarchie, ce que j'appelle la pyramide sociale inversée du travail. J'ai mes théories. La personne la plus importante chez moi, toujours, et aujourd'hui toujours, c'est les vendeurs. En fait, c'est les mecs qui ont les métiers les plus pourris, qui ont le plus accès à moi. C'est mon truc d'ouvrier. Pourquoi? Le vendeur, c'est le mec qui finit le taf. Tu dessines un truc super beau, ouah, ça tue, on construit, on va dans les meilleures usines, on se prend la tête, sublime packaging, on met dans une boutique, on fait une super boutique, tu le poses, il est mal vendu par un vendeur trop con, il a tout gâché, c'est le mec le plus important, le vendeur. Alors que dans l'organisation sociale aujourd'hui des marques dans lesquelles, le vendeur, c'est le mec le moins intéressant. Le vendeur, on va lui donner un 1800 € net, ou 1300 des fois, et ça. Pour moi, c'est le mec le plus important. Ils avaient des salaires délirants. Toujours chez nous, les salaires chez World Sound Scholarship et tout ça, c'est le plus gros, c'est chez les vendeurs. Et à un moment, chez Bully, c'est très marrant parce que les gens de bureau voulaient être vendeurs. Parce que c'était les meilleurs potes, parce que tu étais avec le boss et te chouchoutais. Moi, je disais, je vire tout le bureau et tu me prends pas un vendeur. On a un turnover de vendeurs qui était exceptionnellement bas. Personne partait. D'ailleurs, chez Bully, personne partait. Il y avait très peu de gens qui partaient. Et donc, c'est ce truc-là, très bizarre. Tu as fait une école de commerce, tu vois que le vendeur il est mieux traité que toi, c'est chelou. Bienvenue chez WAM. Qu'est-ce que tu veux?
Les vendeurs, il y a ça en commun. C'est des non-diplômés, c'est des mecs qui galèrent, c'est des trucs. Et c'est quoi? Ils ressemblent à qui? Au patron. Qu'est-ce que tu veux? Et Bully, on a fait un truc qui est assez formidable. Et ça, on l'a fait avec Victoire. Victoire, elle a amené un truc qui était assez beau. Elle a amené ce que j'ai pas. C'est ce vernis éducationnel et on parlait différemment aux gens, tu vois. Moi, tu es un vendeur, tu arrives dans une boutique, les gens te disent bonjour. Victoire, elle disait, on dit pas bonjour. On dit bonjour monsieur, bonjour madame. Non, non, tous ces détails-là, ce truc de bienséance et tout, ça, c'est elle qui l'a amené. Qui a changé tout à ce projet. D'ailleurs, des fois, les clients, quand ils étaient dans ma boutique, ils me prenaient pour le livreur. Les clients dans la boutique, c'est qui? Je peux vous aider sur un parfum? Non, s'il vous plaît. Non. Et t'as la vendeuse qui rigolait, qui arrivait, et à la fin, elle disait, vous savez, le mec que vous avez pris pour le livreur, c'est le mec qui a créé le truc que vous avez fait acheter, là, que vous êtes en train d'acheter. C'est lui. Et ça, c'était marrant. Et quand vous voyez Bully, projet magique, incroyable, élu meilleure boutique du monde à plusieurs reprises, des boutiques, j'ai été meilleur designer du monde 3 fois et tout. J'ai gagné tous les prix, et Victoire aussi, on a gagné tout ce qui était possible. Et vous voyez ma gueule, ma façon de me parler, vous n'arrivez pas à faire le lien. Vous voyez Bully, vous rentrez dans votre truc, là c'est juste de l'opéra, de la volupté, de la luxe, tout est luxueux et tout. Et tu vois ma gueule, tu dis mais c'est pas possible, c'est pas scum. Eh ben si. Et c'est ça qui est beau. Ce truc d'aller sur des territoires, c'est ce que j'arrête pas d'expliquer. Ouais. On nous attend pas à aller chercher un imprimeur du 18e siècle pour faire des étiquettes, te prendre la tête et tout. Personne fait ça. Tu vois ce truc-là. T'achètes un imprimeur quand t'achètes une baguette de pain. J'ai eu l'expérience là je suis installé aux Pays-Bas. On est en études de design en fait et je vois la différence en fait à l'anglophone et à la francophone ici où on est plus oui le code design faut pas brusquer la French desk il faut pas brusquer plus ou moins le consommateur, il faut être le plus lisse possible, le plus gris, il faut à l'anglophone en fait j'ai vu plus d'acceptation par rapport soit au vécu, soit à l'ethnicité, mais soit aussi à l'engagement, ça veut dire l'engagement il est plus accepté, limite, il est encouragé. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question. Eh ben, les anglophones sont des vrais hypocrites, alors, mon frère. Je lui ai fait courte, déjà. On est dans une zone, on a un moment pas terrible en termes de création. C'est les mecs de la finance qui sont partout. Les gens viennent de la banque, après avoir niqué le système bancaire et avoir niqué le truc, ils arrivent dans les métiers de création. Les mecs d'école de commerce. École de commerce, concept qui est inventé dans le quartier, les gars. À la fin du 19e siècle. Les écoles de commerce inventées à Paris. C'est la chambre de commerce parisienne qui invente les premières écoles de commerce pour préparer l'élite de demain avec une autre école très fasciste qui s'appelle Sciences Po. Donc ces mecs-là qui préparent le queutru. Ils niquent tout dans la banque, ils niquent tout dans la finance. Et la finance arrive, je l'ai vu arriver dans les années 90 dans les métiers de création. Or, quel est le métier où on prend le moins de risques? La banque. Donc les mecs, ils arrivent avec le truc avec les moins de risques. Donc ils sont dans un business avec le moins de risques possible. Ils prennent des garanties partout. Quand vous arrivez avec cette mentalité dans un métier qui s'appelle la création, les métiers de création, où tout est risque, ça peut pas marcher. Ils arrivent avec des méthodes d'école de commerce. Ils arrivent avec ce qu'on appelle des benchmarks. Alors on rentre dans un truc, alors on est dans un cours d'école de commerce, là, d'un coup, là. Ils arrivent avec des benchmarks. C'est, tu vas faire rouge, le marché veut jaune, viens, on se rapproche de l'orange. Ça, je l'ai jamais accepté. Il n'y a jamais eu un benchmark dans rien dans mes boîtes. On fait le truc, ça va marcher, ça marche pas, on s'en fout. Jamais j'ai gambergé en me disant, il y a un marché, il y a un truc qu'on va étudier, on va vérifier combien il dépense. Rien à foutre, mon frère. Aujourd'hui, t'as une certaine hype sur la France, tu vois. Sur la France ou sur Paris? Sur Paris surtout même. Parce que les gars, vous la connaissez la France, les gars, ou pas? Sur Paris. Parce que vous passez le périph', c'est la Zara. Oh là 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 là. Vous avez déjà été dans des villes comme Brest, Rennes, Pencayen, en pagaille, Toulouse, Lyon. Après, tu passes Valence, c'est Naziland. T'es un arabe, ils te disent, ça va les picots. Dérapé. Tu vas à Marseille, il n'y a que des clodos. Ils veulent se payer. Non mais les gars, le pays, il est khanez. Faut dire la vérité. Là, tu t'es parti en roue libre. Mais il fallait. J'ai vraiment aucune passion. Non, mais je sais pas si t'as vu ce truc qui a tourné en ce moment, genre en mode Paris. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de Paris et tout ça. Les gens, ils s'inspirent de ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui graille en France. Tu vois ce que je veux dire?
qu'est-ce que tu penses de ça? Genre des gens qui exploitent un peu les tendances qui sont là. Peut-être que quand tu dis il n'y a pas de gens qui graillent en France, peut-être ce qu'ils font à manger n'est pas bon. Tout simplement. Ouais, toi, tu penses qu'ici, Bully, ça cartonne, il y a des queues dans chaque boutique. On leur a fait des bonbons délicieux. Ça dépend de ce que tu fabriques à grailler, mon frère. Ouais. Nous, on n'a pas eu ce problème. J'ai fait Café Verlet, il y a la queue tous les jours. C'est wham. Tu vas chez Christophe, il y a la queue tous les jours. C'est wham. Tu Ouais, mais il vas n'y en a chez... pas beaucoup, Ramdan. Frérot. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est bon. Ouais. Ah, j'ai un bon cuistot. Ouais, je vois. Ouais. Voilà, tout simplement. Moi, je vous le dis. Ouais, toi, tu dis c'est par rapport à la qualité de ce que tu proposes et que ici, en vrai, en qualité, Mais les gars, on est... vous fabriquez, vous vendez aux ricains du ricain. C'est vrai. Tu vends des burgers à des mecs de Dallas. Frérot, ils connaissent la chose quand même. Si vous vendez du ricain à des ricains, de l'anglais à des anglais, il va pas avoir de magie. Hein. Ouais, c'est vraiment... Les mecs font des currys pour les Indiens ici. Allez, restez zen. Ou du japonais pour les japonais. Ouais, respirez bien. Ouais, j'ai capté. En fait, toi, tu dis qu'il faut cultiver... Mais Bully, c'est français. La différence, C'est quoi. français. Mais c'est une caricature limite de la France. C'est de l'hyper-réalité écrit à la version Umberto Eco, soyons philosophes. Ma fille m'a fait découvrir hier Théodora. Je ne savais pas qui c'était. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est marrant, c'est nouveau ce truc. Alors peut-être regarder Aya Nakamura qui a inventé une nouvelle langue, un nouveau truc. Rien compris au que truc. Mais c'était nouveau, carton. Tu vois, dès que tu sors un peu du truc, j'irais même dans des trucs tout pourris comme le Ryan B ou des trucs comme ça. Dès qu'on sort un nouveau truc, dès qu'on fabrique un nouveau truc, ça plaît aux autres. Mais vous leur vendez la même merde. Ah, ça y est, les rappeurs viennent, on va leur livrer des trucs de rappeurs. D'abord, on n'a pas le haut du panier, on a des rappeurs. Même rappeurs ricains, j'ai le même mépris pour les ricains que les Français, à part un ou deux, mais... on n'a pas... C'est pas le top la classe, mon frère. On a du Kim Kardashian et des rappeurs. Sérieusement, on mérite mieux. Ouais. En fait, Il faut qu'on redevienne snob. Et je sais pas pourquoi les Anglais y arrivent. Parce que quand tu vas à Londres, vraiment, ils ont une vibe. Franchement, les Anglais, je suis jaloux, moi. Londres, c'est ouf. Vraiment, Londres, ils nous mettent à l'amende. Ils ont leur truc à eux. Tu traînes avec eux, c'est tellement mélangé, ça part dans tous les sens, c'est tellement beau, c'est tellement agréable. L'énergie, même dans leur peur, tout est créé. C'est leur que truc. Nous, on fait de la merde, la mauvaise copie des autres. Pas toujours. Mais il n'y a pas de surprise. On ne surprend pas. À partir du moment où vous allez commencer à surprendre avec des trucs, si on va pas faire... Le streetwear, c'est la version la plus pourrie du vêtement. Ok, c'est le niveau 0 du que truc. Je vous le dis, c'est des t-shirts, tu sérigraphies. C'est quoi? Tu fais quoi? Des hoodies, des t-shirts, des chinos, des baggies, peut-être des chaussettes et des claquettes. Ça y est, c'est fini. T'es très limité. Tu vas faire quoi? Un Teddy? End of the game. Tu vas changer les couleurs? Tu vas faire un Teddy avec des manches en python rose. Waouh! Ok. Regardez comment. Regarde. Casquette à la Carrie, casquette à la Carrie, casquette à la Carrie, casquette à la Carrie, casquette à la Carrie. J'ai des Carrie ici en face de moi. Il va falloir petit à petit. Et même moi aujourd'hui, regarde, je suis en chino punch, j'ai une casquette, un t-shirt large. Voilà. Il va falloir mettre un petit truc à nous. Ouais, en fait, il faut cultiver vraiment la différence et peut-être même le truc français, genre. Mais ça peut. Ou d'ailleurs. Sinon, tu peux te retrouver magazine l'étiquette et là, c'est Zig Eye. Là, c'est bras levés, la droite de la mode. Hein? Quel est le code français? Le jean APC, le t-shirt. Frérot, là, on est à l'extrême droite de la. Pour moi, même pour moi, la mode est politisée. Ta façon de t'habiller te politise, tu vois. À l'extrême gauche, t'as les punks à yinche. À l'extrême droite, t'as les mecs de l'étiquette, tu vois. Et c'est pas des mecs d'extrême droite, je les connais. Gauthier Borsarello, vous le savez pas, mais c'était mon assistant. Mais c'est pour ça, je trouve que c'est pas un mec de l'extrême droite, lui. Mais leur façon de s'habiller, ces trucs bourgeois, barbour, jean un peu pourri. Ouais, achète ton jean de 1968. Fais gaffe, 69, c'est pourri. Et voilà ce truc un peu nazifiant à donner des ordres. Le look, tu finis habillé comme un de province qui vote extrême droite. Moi, j'aime bien mon époque, quand j'étais jeune. Tu reconnaissais les fachos. Un facho était habillé en facho. Aujourd'hui, un facho, il est habillé comme vous. Tu fais plus la différence. Et c'est dangereux. Quand tu marches dans la rue, tu sais plus qui est ton ennemi. Moi, à l'époque, un mec qui s'en mettait en barbour, en chemise truc, et qui lisait Le Monde, c'était un mec de droite. Je lui adressais pas la parole. Le mec était un peu en teddy, nana, les lacets blancs et tout. Nazi, skinhead, tac, tac, tac. Maintenant,
Vous êtes tous habillés pareil. Ça fait peur. La rue, elle fait peur. Tu sais pas qui est les méchants, qui est les gentils. Moi, je veux savoir. C'était vraiment chelou ce que je viens de dire. Vas-y, pose ta question et on va clôturer là bientôt là. Oh là là, un lecteur de l'étiquette. Waouh, pourquoi tu le fais? Tu mets un pressing. Alors, c'est vachement intéressant ce que vous avez dit, notamment par rapport au fait que vous avez dit tout à l'heure que le seul livre qu'il y avait à la maison, que c'était le Coran et que... Chez mes parents. Chez vos parents. Ouais, parce que moi, chez moi, il y en a plein d'autres. C'est là où je vais emmener. Et qu'après, pendant quand même pas mal d'années, vous avez vraiment vécu un mode de vie un peu de déglingo. Comment est-ce que vous vous êtes à ce moment-là instruit? Parce que vous avez quand même énormément de références, vous cherchez, vous poussez avec l'imprimerie la plus ancienne, de l'histoire sur l'anarchie. Très bonne question, c'est la meilleure Et question. qu'est-ce que- C'est pas toi qui l'as faite. Bah oui, mais je t'ai laissé lui le parler. meilleur. Attends, Hamdan. Et il m'envoie des shots. Là, j'ai jamais pas parlé autant. C'est la meilleure question, je suis désolé. Je t'ai laissé parler, frérot. Un lecteur de l'étiquette. Tu veux dire que c'est l'extrême droite qui pose les meilleures questions? Non, C'est ça que ça veut dire? Non. Ah, ouais, c'est disclaimé. Non, je suis de la gauche. Il a dit Bon, star. C'est une très bonne question. Pour les gens qui me connaissent, je lis tout, je regarde tout. Déjà, vous savez pas, mais je suis le plus gros collectionneur au monde de magazines radicaux. J'ai un truc qui s'appelle Radical Media Archive. On a une boutique en dessous chez nous, dans la boutique. Et on collectionne tous les médias LGBT, combat pour les femmes, black, rebeux, palestiniens du monde. J'ai les archives du FPLP, tu vois, le mouvement le plus radical d'extrême gauche palestinien. J'ai racheté les archives d'Ospal à Cuba, Tricontinental. Donc je collectionne tout. Black Panthers, personne ne sait dans cette pièce, mais c'est assez qui est marrant. Personne ne sait. C'est qu'en 2006, c'est moi qui organise mondialement les 40 ans des Black Panthers. Mondialement. Et un jour, Spike Lee est à la télé, à l'époque, sur Canal+, il fait un film, fait la promo, et il dit, il y a un Français qui a fait ce qu'on n'a jamais fait, organiser les 40 ans des Black Panthers. C'était moi. Je suis allé voir les anciens Black Panthers vivants, David Hilliard, Emory Douglas, Bobby Seale, tous ces rencontrés perso. Angela Davis, les au téléphone, frérot. J'avais une marque qui s'appelait Résistance. Je suis curieux de tout. Et ça, je vais vous dire un truc, c'est qui est très marrant dans ma vie. Et je lui ai dit juste avant de venir ici. J'ai été tout. J'ai été skater, j'ai été punk, j'ai été rasta, j'avais des dreadlocks. Quand je dis rasta, j'écoute du reggae du matin au soir, j'ai des dreadlocks, frérot. Franchement, je te dis, Jah, Rastafari, Jah, Haïti Sélassié, empereur d'Éthiopie, tu vois, le truc, on se fait des tchèques et tout. Et j'avais jamais été en Jamaïque jusqu'à l'année dernière avec Gabriel Moses, on était allé faire un film ensemble. Je suis curieux de tout. Donc je rentre dans les mouvements. J'ai été motard, j'ai traîné avec les voyous, les Bosozoku au Japon. Je rentre dedans et je deviens otaku, comme les débilos. J'apprends tout, je lis tout, je suis buildé. Mais vraiment bête, je lis tout. Quand je me mets dans la typo, c'est parti, je connais rien. Et je deviens maintenant un nerd, genre, je pourrais écrire une thèse de typo. Et voilà, et c'est ça qui est beau. Tu vois, c'est d'arriver dans ce truc, d'être curieux de tous les mouvements, de les suivre, d'aller jusqu'au bout du truc. Et attendez, quand je dis ça, c'est pas sur les réseaux sociaux, je fais hashtag Rasta. Quand je deviens un motard, qui est un milieu, mais il n'y a pas plus blanc que ça. Je commence à acheter des motos, je fais truc and wells, truc, je fais des trucs, je suis motard. Puis du jour au lendemain, ça me casse les couilles, j'arrête. Mais du jour au lendemain, je passe à autre chose. On va partir dans un autre délire. Sur la page Wikipédia de Charvet, il y a mon nom. Tellement j'ai acheté des chemises. Je deviens pote avec les colbans. Je fais toutes mes chemises. J'ai 40 costards sur mesure. Je suis en costard tout le temps. Cheveux comme ça, lunettes en écaille. Et je rentre dans le personnage. Et je deviens un nerd. Quand je te parle de bougies, la cire, je deviens un nerd. Je peux parler de cire et de mèche pendant des heures, de parfum et tout. Et donc, je rentre dans le truc et je me mets à fond dans le truc. Et la chance que j'ai, et qui est aussi mon grand problème, c'est que je m'emmerde vite. Mais ça m'a permis de découvrir plein de monde qui, aujourd'hui, c'est fantastique. Tu tombes sur n'importe qui. S'il est passé par ces codes-là, par ces trucs-là, tu peux avoir une discussion avec. Et ça m'a sauvé et ça m'a ouvert l'esprit. Tu vois, moi, un rebeu qui écoute du punk, je peux te dire, en 89-90, j'étais seul. J'ai la tête de ma mère. Les gens... Et un an après, je suis dans Public Enemy à fond. C'était un autre délire. J'étais à Casket Raiders, Bomber Raiders. Tu vois, je suis passé... Et après, des trucs complètement tarés. Il y a des gens qui rigolent parce que ma femme, ça la fait rire. Elle dit, viens, on va regarder, elle appelle ça tes époques. J'ai mes époques.
Et donc, elle, ça la fait rire parce que Victoire, il y a Victoire de 2000 et Victoire de 2025, c'est la même. C'est le même délire, les mêmes trucs. Elle lit tout. Elle, c'est un truc. Et moi, c'est... Et ça m'a... On vient de se faire une maison là, juste à côté, elle m'emmerde déjà la maison. Je suis déjà dans la nouvelle maison. Et la maison qu'on a à Rome, à ma mère, elle n'est pas finie. Et j'ai la maison de Tokyo qui ouvre là, qui va être prête. Et je suis dans un délire. Aujourd'hui, je suis designer. Mais demain matin, je vais être peut-être le roi du croissant, mon frère. J'en sais rien. Sur un croissant de ouf. Waouh, c'est bon, une épiphanie. Non, j'ai essayé, c'est nul. Mais voilà, mais c'est ça. C'est cette curiosité. En fait, si j'ai un conseil à donner à tout le monde juste avant qu'il parte, c'est rester attentif à des trucs qui vont devenir votre passion sans savoir, tu vois. Et pour arriver à ça, il faut être curieux. Franchement, la curiosité, c'est le truc le plus important. C'est marrant, là, j'ai relu un livre qui est, si vous voulez me connaître mieux, c'est un livre de Fernando Pessoa, qu'il a écrit exactement il y a 100 ans, en 1922, au Portugal, à Lisbonne, qui s'appelle Le banquier anarchiste. Lisez-le. Et vous lisez juste après un livre que vous avez appris à l'école qu'on vous impose, qui s'appelle Martin Eden, de Jack London. Et si vous faites le mélange de deux, c'est à peu près ce que je suis. Voilà, c'est ce mélange de ces deux livres. J'ai un frère qui est HDR, habilité à recherche. Donc c'est le dernier diplôme en haut de la pile. Il y en a 5 par an. C'est le dernier des diplômes. Quand vous avez fait tous les diplômes de l'éducation nationale, c'est le dernier. Il n'y en a plus après. C'est-à-dire que c'est tous les professeurs d'université de tes trucs qui te nomment HDR. Donc c'est très marrant comment te le file. Il te vouvoie et à partir du moment où tu tutoies, t'es HDR. C'est assez marrant. Il m'explique ce truc-là, mon frère. Mon frère a eu son bac en 1990 et il a fini ses études l'année dernière en décembre. Donc il a fini. Mais mon frère a une particularité. Et il a écrit l'autre fois un papier là-dessus. Il a tous les diplômes possibles de l'éducation nationale. Vous savez ce que c'est le premier diplôme de mon frère ? CAP tourneur-fraiseur. Il est passé de tourneur-fraiseur. Il s'appelle Toimi Slimane. Maintenant, il est anthropologue de renom. Il écrit plein de livres. C'est le spécialiste des sorcières. C'est assez marrant. Il y a un grand génie du truc. On a fait un livre. J'ai une boîte d'édition. J'ai édité le livre de mon frère. Et il est parti d'en bas. Mais d'en bas. Il était très bon élève. Mais comme c'était un nul dans le sud-ouest de la France, on l'envoyait faire des boulons. Il a été meilleur en CAP, BEP, Bac Pro. Avec un petit piston d'un pote du lycée, on l'a fait rentrer à la fac et il a tout niqué. Il est agrégé d'histoire, de philosophie, tout. Il a tout ramassé. Et il est anthropologue et il a fini HDR. Donc, tu vois, la vie, elle n'est jamais finie. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut y aller. Et les gars, la France, c'est l'Amérique. Nous, on l'a vécu en Amérique. C'est plus dur de faire de l'oseille en Amérique qu'en France. Hein, je vous le dis accessoirement. Et on vous dira toujours, l'herbe est plus verte ailleurs. Pas vrai. Si t'es un peu malin, tu peux y arriver. Et si tu trouves pas ta voie ici, va ailleurs. Par contre, voyagez. Allez voir ailleurs. T'as mon assistante. J'ai une assistante qui est restée des années avec moi qui s'appelle Mireille. L'année dernière, en fin d'année, l'année dernière, en décembre, elle travaille des années avec moi. Elle était parfaite. Elle n'a pas parlé dans l'article, évidemment, parce que ça marchait très bien avec elle. Et elle m'a dit, Ramdan, je vais prendre une année, faire un tour du monde. Et vous savez quoi ? C'est la meuf la plus importante dans mon organisation. Vas-y. Je peux pas l'arrêter. Donc les gars, on va finir sur ça. De fond. Et soyez prêts à la prochaine aventure, les gars. Et j'espère qu'une personne, grâce à toutes les conneries que j'ai dit ici, va réussir. Une, ça serait bien. Ça serait un bon ratio pour la France. Et si c'est tout, c'est encore mieux. Allez, à plus. Merci. Merci beaucoup. Hein.